3 propriétés, 3 générations et 30 années marquées par le sceau de la tragédie. C'est depuis 3 fiefs distincts que la famille Kennedy a érigé sa dynastie américaine. Une enceinte fortifiée à Cape Cod, une retraite hivernale à Palm Beach et un manoir chaotique en Virginie. Ces murs ont vu l'ascension de la famille politique la plus puissante de l'histoire des États-Unis. Mais ils furent aussi les témoins silencieux d'une toute autre réalité. Une litanie de pertes si constante, si implacable, que le monde finira par murmurer le mot de malédiction. Lorsque Joseph Kennedy acquiert le domaine de Yannisport en 1928, sa vision est cristalline. Il entend forger une aristocratie purement américaine, non pas par des titres hérités, mais par la force de la fortune, une ambition dévorante et une compétitivité sans merci. Ce lieu devint son terrain d'entraînement. 9 enfants, élevés avec l'injonction absolue de vaincre, en toutes circonstances, en politique, en affaires et même lors des matchs de football sur les pelouses du domaine. Un court instant, au début des années 60, le plan sembla fonctionner. Son fils était président, le domaine devint la Maison Blanche d'été. Les photographes ont immortalisé cette royauté américaine, la voile, les rires, l'incarnation vivante du rêve de Joe Kennedy. Cependant, ces demeures virent aussi l'après. Les trépas trop fréquents pour n'être que des coïncidences, les scandales brisant les réputations et les chambres vides se multipliant décennie après décennie. À la disparition du dernier des enfants de Joe Kennedy, ses propriétés, jadis symboles de pouvoir et de glamour, s'étaient muées en monuments dédiés au deuil. Voici l'histoire de ces maisons qui ont façonné une dynastie avant d'assister à son effondrement. Comment 3 propriétés devinrent les théâtres du triomphe absolu et de la dévastation totale. Comment des salons ayant accueilli présidents et sénateurs finirent par ne résonner que du souvenir de ceux qui ne reviendraient jamais. Nous explorerons la stratégie géographique de Joseph Kennedy pour sculpter l'image de son clan. Et comment l'atmosphère impitoyable du complexe familial a forgé des carrières politiques tout en créant une pression insoutenable. Nous verrons comment, tragédie après tragédie, ces symboles de réussite se transformèrent en rappels cruels de la volatilité du destin. Tout commence en 1928, lorsqu'un homme d'affaires ambitieux pose son regard sur Cape Cod et y voit les fondations parfaites de son empire. Chapitre 1. Le contrebandier bâtit son royaume. En 1928, Joseph Patrick Kennedy est un paria qui refuse de le rester. Irlandais catholique dans une Amérique verrouillée par l'élite protestante, fils d'un tenancier de saloon et chef de quartier à Boston, il a amassé des millions par des méthodes qui font sourciller, même dans la frénésie des années 20. Sa fortune est une hydre à plusieurs têtes. Spéculation boursière agressive, utilisant des techniques bientôt interdites, production cinématographique à Hollywood, où il dirige des studios et collectionne les maîtresses, et selon des rumeurs tenaces jamais prouvées devant un tribunal, la contrebande d'alcool durant la Prohibition. Kennedy a toujours nié, mais le murmure l'a suivi toute sa vie. À 40 ans, Kennedy est riche, mais la richesse ne lui suffit plus. Il exige la respectabilité. Il veut que sa famille compte, et il comprend qu'en Amérique, l'adresse postale est un marqueur de statut capable d'ouvrir les portes que l'argent seul ne peut forcer. Cape Cod était le bastion de la vieille fortune. Les familles protestantes, aux noms illustres comme Lodge ou Saltonstall, y possédaient des domaines côtiers depuis des générations. Ils ne déroulaient pas le tapis rouge aux nouveaux venus, et encore moins aux catholiques irlandais dont l'argent récent sentait le soufre. Kennedy n'en avait cure. Il acheta tout de même. La propriété acquise à Yannisport était substantielle. 6 acres face à l'océan, comprenant non pas une mais 3 maisons. La résidence principale pour lui et son épouse Rose, et 2 autres demeures annexes. Il planifiait déjà l'avenir. Ses enfants grandiraient ici, se marieraient et resteraient ici. Le complexe garderait le clan soudé sous son autorité exclusive. L'architecture était typiquement Nouvelle-Angleterre. Bardage blanc, volets verts, porche tournée vers les flots. Rien d'ostentatoire. Kennedy avait compris une nuance essentielle. Dans l'Amérique WASP, la véritable richesse ne crie pas, elle chuchote. Ces maisons semblaient être là depuis toujours, prêtes à ancrer la légende. Le choix de l'emplacement relevait de la pure stratégie. Yannisport offrait une proximité idéale avec Boston pour les affaires, tout en garantissant l'isolement nécessaire à la vie privée. Mais au-delà de la voile et des bains de mer, ce décor servait un dessein plus grand, le mimétisme social. Si ces enfants passaient leurs étés sur Cape Cod, à l'instar de l'élite protestante, ils en deviendraient indiscernables.
L'aristocratie ne s'hérite pas toujours. Avec la bonne adresse, elle se fabrique. Rose Kennedy, fille du maire de Boston, prit les rênes du domaine. Rompue au rouage de la politique et de la gestion d'image, elle ne se contenta pas d'élever 9 enfants. Elle les sculpta. Elle leur inculqua très tôt le dogme familial. Un Kennedy ne perd jamais. Les parties de football sur la pelouse n'avaient rien de ludique. C'étaient des affrontements où seuls comptèrent les vainqueurs. Les régates depuis le ponton n'étaient pas des loisirs, mais des épreuves de caractère et de détermination. Même le dîner se transformait en arène où chaque enfant devait défendre ses positions avec vigueur sous peine d'être écarté de la conversation. Pour Joe, la fortune sans le pouvoir était une coquille vide. Et en Amérique, le pouvoir s'acquiert par la politique. Ses enfants entreraient dans la fonction publique. Ils gagneraient des élections. Ils redessineraient l'Amérique. Le complexe de Hyannisport devint le camp d'entraînement de cette ambition dévorante. La maison principale n'était pas un foyer, mais un quartier général, assez vaste pour les réceptions mondaines, assez formel pour impressionner, mais conçu avant tout pour le clan. Le bureau de Joe était le sanctuaire des affaires, la salle à manger, le lieu d'apprentissage rhétorique. Le front de mer jouait un rôle capital. Avec son ponton privé et son accès au détroit de Nantucket, c'était une salle de sport à ciel ouvert. Joe était convaincu que la compétition physique forgeait la résilience mentale. Ses enfants seraient des athlètes autant que des érudits. Rose tempérait cette agressivité par une discipline catholique de fer. Messe quotidienne, prière, code de conduite strict. Les enfants étaient programmés pour gagner, mais en maintenant une façade de moralité publique irréprochable. Une présence qui ne manquait pas d'irriter le voisinage. Les résidents de ce sanctuaire WASP voyaient d'un mauvais œil ces catholiques irlandais, ces nouveaux riches bruyants, trop compétitifs et trop nombreux qui prétendaient à l'ancienneté. Mais leur dédain importait peu. Kennedy avait posé ses valises pour ne plus jamais repartir. Et il voyait déjà plus loin. Un seul domaine ne suffisait pas. Il lui fallait un quartier général d'hiver, loin du froid de la Nouvelle-Angleterre et des regards inquisiteurs de Boston. Son regard se tournait déjà vers Palm Beach. L'achat de Hyannisport en 1928 fut la pierre angulaire. Tout ce qui suivit, les carrières politiques, la présidence, les tragédies, tout remonte à ce moment, à cette propriété, à cette décision de forcer les portes de la haute société américaine. De son porche, Joe Kennedy contemplait sa progéniture jouant sur l'herbe. Il voyait des futurs sénateurs, peut-être un président, une famille qui marquerait l'histoire. Ce qu'il ne pouvait voir, c'était l'autre visage du destin qui attendait ses murs. Les télégrammes annonçant les décès, les cortèges funèbres, les chambres vides, les sièges médiatiques lors des scandales et la lente transformation d'un symbole de succès en mémorial de la perte. En 1928, le cauchemar était invisible. Joe Kennedy avait son royaume. Il lui restait maintenant à bâtir sa dynastie. Chapitre 2, 3 maisons, 9 enfants, un seul rêve. Le complexe de Hyannisport n'était pas un simple bâtiment. C'était une constellation de 3 demeures réparties sur 6 acres de littoral, une disposition calculée pour abriter une lignée sur plusieurs générations. Au cœur du dispositif trônait la maison principale. 2 étages et demi de bardage blanc et de vastes porches. C'était le centre névralgique où Joe et Rose vivaient avec leurs 9 enfants, le lieu où les décisions étaient prises et les règles appliquées. Flanquant la résidence principale, 2 maisons plus modestes reproduisaient la même esthétique de la Nouvelle-Angleterre. Mais leur fonction dépassait l'architecture. Elles étaient les pions d'une stratégie à long terme. Joe Kennedy rejetait l'idée que ses fils, une fois mariés, s'éloignent pour fonder leur propre foyer. Ils devaient occuper ces maisons. Ils devaient rester ancrés dans le complexe. Contrairement aux autres grandes fortunes qui finissaient par s'éparpiller, Joe voulait une puissance concentrée, une phalange unie sous son commandement exclusif travaillant vers des objectifs communs. Rose Kennedy orchestrait ce chaos organisé. De Joseph Jr., né en 1915, à Edward en 1932, 17 années séparaient l'aîné du cadet. C'était une gestion perpétuelle de stades de vie différents, mêlant nourrissons et adolescents sous le même toit. Le domaine bourdonnait d'une activité incessante, d'un mouvement perpétuel. L'intimité y était une notion abstraite. Les chambres étaient partagées, souvent surpeuplées. Dans cette promiscuité, les enfants apprirent une leçon vitale. Pour exister, il fallait se battre, élever la voix, ou accepter d'être ignoré. La salle à manger était le véritable creuset de la culture familiale.
autour de la longue table, 11 couverts. Le dîner n'était pas un moment de détente, mais un séminaire politique intensif. Joe, trônant en bout de table, interrogeait sa progéniture sur l'actualité mondiale, la politique et les affaires. Ignorer les nouvelles du jour était une humiliation. Ne pas savoir défendre son point de vue sous la pression paternelle était inacceptable. Joe prenait souvent la position adverse, uniquement pour forcer l'argumentation, aiguisant leur rhétorique comme on affûte une lame. Cette compétition féroce débordait jusque sur les pelouses. Le football n'était pas un jeu, c'était un champ de bataille où le score était tenu rigoureusement. Le message était gravé dans leur esprit. Un Kennedy ne perd pas. La seconde place est le premier des échecs. John, plus chétif et souvent malade, devait rivaliser avec la puissance athlétique naturelle de son frère aîné, Joe Jr. Cette inégalité physique força le futur président à compenser par la ruse et une résilience mentale hors du commun. Le front de mer était le théâtre d'une activité constante. Sur les flots du détroit de Nantucket, sous le regard scrutateur de leur père observant depuis le porche, ils passaient des heures à régater. Joe notait qui gagnait, mais surtout qui abandonnait. La natation était obligatoire, peu importe la température glaciale de l'eau. Joe était convaincu que le confort engendrait la faiblesse. Ses enfants devaient être endurants, capables de souffrir sans se plaindre. Rose contrebalançait cette brutalité par une rigueur spirituelle. Dévote, elle imposait la messe quotidienne et une discipline catholique stricte. Au cœur de ce bastion protestant, le clan Kennedy, très visible le dimanche à l'église de Hyannis, devait projeter une image de perfection, de contrôle et de réussite. L'apparence était capitale. Mais Rose apportait aussi la tendresse que Joe refusait de montrer, lisant des histoires aux plus petits, soignant les mots, insufflant un peu de chaleur humaine dans cet univers spartiate voué à la performance. Les étés suivaient un rythme immuable. Athlétisme le matin, voile l'après-midi, éducation politique le soir. Les week-ends amenaient leur lot de visiteurs influents, politiciens et hommes d'affaires que les enfants devaient observer et comprendre. Pourtant, même dans ces années de formation apparemment idylliques, les premières fissures apparaissaient. Rosemary, la troisième enfant et première fille, peinait à suivre le rythme effréné imposé par le clan. Elle apprenait plus lentement que ses frères et sœurs, une dissonance silencieuse dans cette symphonie de perfection qui commençait déjà à peser lourdement. Sa coordination physique la trahissait. Dans une famille où la compétition était une religion et la victoire son unique sacrement, cette faiblesse ne passait pas inaperçue. Rosemary tentait désespérément de s'accrocher, mais elle ne parvenait pas à égaler la cadence infernale imposée par ses frères et sœurs. Joe et Rose voulurent d'abord croire à un simple retard de développement. Ils engagèrent des tuteurs, l'envoyèrent dans des écoles spécialisées. Mais à mesure que les années passaient, le fossé devenait un gouffre. Sur le terrain de football familial, elle était à la traîne. Lors des joutes verbales du dîner, elle perdait le fil des arguments trop rapides. Si la fratrie, et particulièrement Kathleen, faisait preuve de bienveillance à son égard, la culture même du complexe était impitoyable pour quiconque ne pouvait rivaliser. Rosemary sentait cette différence. Elle avait la conscience aiguë de décevoir son père. La vision de Joe Kennedy reposait sur une réussite collective totale. Chaque enfant devait être un pilier de l'ascension familiale. Un enfant incapable de performer n'était pas seulement une déception, c'était une faille dans l'armure, une menace pour l'image qu'il construisait patiemment. Les conséquences tragiques de cette inadéquation ne se révéleraient pleinement que dans les années 40, mais dès les années 30, le piège se refermait déjà. Le complexe était devenu exactement ce que Joe avait imaginé. Un camp d'entraînement où l'on apprenait à vaincre, à s'imposer et à se présenter comme un futur dirigeant. Les murs eux-mêmes enseignaient une leçon cruelle. On vivait en public, même au sein de l'intimité familiale. On apprenait la performance perpétuelle, le maintien des apparences et la dissimulation absolue de toute faiblesse. À Hyannisport, les voisins s'étaient quelque peu accoutumés au chaos des Kennedy, à ces matchs bruyants et à cette omniprésence physique. Le désaveu persistait chez certains. Les Kennedy restaient des intrus, des catholiques irlandais en terre protestante, de l'argent frais mimant les codes de la vieille fortune. Mais Joe Kennedy n'avait plus besoin de leur approbation. Il tenait ce qu'il voulait, le lieu, la scène, le décor de sa dynastie. Ses fils aînés approchaient de l'âge adulte, prêts à être lâchés dans l'arène. Joe Jr. était l'élu. Joe l'avait décrété sans ambiguïté. Il irait à Harvard, ferait son droit, puis briguerait le Congrès, le Sénat et pourquoi pas la présidence.
Toute la structure familiale s'organisait autour de son destin politique. John, le cadet, n'était que le plan B, l'ombre. Il suivrait le même chemin académique, mais la lumière était réservée à Joe Jr. Le complexe rendait cette hiérarchie physiquement tangible. Joe, l'aîné, puissant, confiant, athlétique. John, souvent malade, introspectif, cherchant sa place. Quant aux plus jeunes, comme Robert, sensible et réservé, ou les filles, destinées à des mariages brillants pour soutenir l'ambition des hommes, chacun avait son rôle assigné dans la grande pièce de théâtre écrite par le patriarche. Vers la fin des années 30, Yannisport était devenu le royaume des Kennedy, un lieu où, par la seule force de la volonté et de l'argent, des étrangers étaient devenus les maîtres des lieux. Mais le stratège regardait déjà ailleurs. Le complexe suffisait pour l'été, mais il lui fallait une base arrière pour l'hiver. Un lieu pour soustraire sa famille au froid et conduire ses affaires loin des regards inquisiteurs de Boston et New York. Son regard se tourna vers le sud, vers la Floride. Il lui fallait une seconde cour pour son empire grandissant. Yannisport n'était que la fondation. Il était temps d'ériger les murs. Chapitre 3. Le palais d'hiver. Bâtir une seconde cour. 1933. L'Amérique agonise dans les tréfonds de la Grande Dépression. Les banques s'effondrent, le chômage frappe un quart de la population, les familles sont jetées à la rue et les files d'attente pour un morceau de pain s'étirent à l'infini. Mais Joe Kennedy, lui, ne connaît pas la crise. Ayant anticipé le krach, il a retiré ses billes à temps. Alors que le pays sombre, lui reste riche. Et il s'apprête à devenir encore plus riche en exploitant la détresse des autres. Palm Beach, en Floride, avait été le terrain de jeu ultime des millionnaires des années 20. La côte atlantique était bordée de domaines titanesques, de manoirs de style néo-méditerranéen aux toits de tuiles rouges, entourés de jardins tropicaux et de plages privées. Les nantis s'étaient construits des refuges somptueux pour fuir les rigueurs de l'hiver nordique. Mais la dépression avait rebattu les cartes. Bon nombre de ces grandes familles ne l'étaient plus. Contraintes de vendre, elles cédaient pour une bouchée de pain des propriétés qui avaient coûté des millions dans les années folles. Joe Kennedy, tel un prédateur patient, guettait. Il jeta son dévolu sur une propriété nommée la Guérida. De style néo-méditerranéen, aux proportions élégantes, elle n'avait pas le gigantisme de certains palais de Palm Beach, mais sa prestance était indéniable. Située sur North Ocean Boulevard, l'artère de prestige où les grandes fortunes bâtissèrent leurs empires de sable, la propriété offrait une résidence principale, des jardins manucurés, une piscine et un accès direct à l'Atlantique. Le prix était dérisoire comparé à sa valeur d'avant le krach. Le vendeur, acculé, accepta l'offre de Joe. Dès la fin de 1933, le clan Kennedy possédait son second quartier général. Yannisport pour l'été, Palm Beach pour l'hiver. 2 cours royales pour une seule dynastie américaine. Chaque domaine avait sa fonction. Yannisport était l'arène de l'entraînement, de la rudesse, de la compétition physique. Malgré son élégance, l'atmosphère y restait informelle. Des enfants courant partout, le football, la voile, un bruit et une activité incessants. Palm Beach, en revanche, imposait une autre partition, plus formelle, plus raffinée. L'architecture elle-même dictait le ton. Le style néo-méditerranéen n'avait rien de la simplicité rustique du bardage de la Nouvelle-Angleterre. C'était sophistiqué. Les fenêtres cintrées, les faïences, les jardins dessinés au cordeau, tout respirait l'élégance et non la simplicité. Joe utilisait Palm Beach différemment. C'était son sanctuaire pour les affaires qu'il voulait soustraire au regard de Boston ou de New York. C'est là qu'il recevait, qu'il négociait loin de la surveillance du Nord et où il pouvait, dans une certaine mesure, se détendre, bien que le concept de détente fût étranger à sa nature. Rose s'adapta à la gestion de cette double monarchie domestique. La logistique était titanesque, 9 enfants, le personnel des 2 propriétés, la coordination des transhumances entre le Massachusetts et la Floride, les bagages, les voyages, le maintien des standards dans les 2 résidences. Elle gérait cela comme une opération militaire, car c'en était une. Le rythme annuel de la famille se figea. L'été à Yannisport, l'automne à Boston pour l'école, les vacances d'hiver à Palm Beach, le retour à Boston au printemps, puis à nouveau Yannisport. Ce mouvement perpétuel devint la norme pour les enfants Kennedy. Palm Beach les exposa à une société différente de celle de Cape Cod. Les familles qui y hivernaient dépassaient souvent en richesse la vieille garde WASP de Yannisport. Ici,
On côtoyait des industriels, des banquiers, des figures d'envergure nationale plutôt que régionale. Joe voulait que ses enfants se frottent à ces gens, qu'ils apprennent d'eux, qu'ils comprennent les rouages du véritable pouvoir. Le domaine de Palm Beach offrait aussi un luxe que Yannisport ne pouvait garantir. Une véritable intimité. Cape Cod était petit, tout le monde se connaissait, les Kennedy y étaient toujours en représentation. Palm Beach était plus vaste, plus dispersé. Les murs des domaines et la végétation tropicale créaient des îlots de solitude. Joe pouvait tenir ses réunions et passer ses appels sans être épié par le voisinage. Pour les enfants, Palm Beach signifiait d'autres plaisirs. Fini la voile dans l'eau glacée, place à la piscine et au tennis. La plage était plus chaude, plus accueillante que les côtes rocailleuses du nord. Le rythme ralentissait quelque peu, même si l'impératif de compétition et de réussite demeurait absolu. Les filles, en particulier, appréciaient Palm Beach. La vie sociale y était plus brillante qu'à Yannisport. Fêtes, danses, rencontres avec des jeunes venus de tout le pays. Kathleen, surnommée Kik, s'épanouissait particulièrement dans cette atmosphère mondaine. Mais cette double vie créait aussi une pression invisible. Les enfants Kennedy ne restaient nulle part assez longtemps pour s'enraciner profondément hors du cercle familial. Leurs amitiés étaient souvent saisonnières. Amis d'été à Cape Cod, amis d'hiver à Palm Beach, camarades d'école à Boston. La famille devenait leur seul véritable univers social. Cela renforçait l'emprise de Joe, mais les isolait aussi du monde réel. À l'orée de la vingtaine, Joe Jr. et John commencèrent à s'approprier les lieux. Joe Jr. invitait ses camarades de Harvard. John, malgré ses fréquentes maladies, l'imitait. Ces demeures devinrent les tréteaux où la nouvelle génération Kennedy se mettait en scène, des lieux conçus pour éblouir, pour étaler la richesse et le rang. Mais dans cette mécanique d'excellence, les difficultés de Rosemary se faisaient chaque jour plus criantes. L'atmosphère de compétition perpétuelle, régnant aussi bien au nord qu'au sud, l'écrasait. Si Yannisport était rude, le formalisme mondain de Palm Beach s'avéra impitoyable pour ses limites intellectuelles. Elle ne parvenait pas à suivre les conversations comme le faisaient ses frères et sœurs. L'aisance sociale, innée chez ses sœurs, lui était étrangère. Joe et Rose multiplièrent les tentatives. Nouvelles écoles, tuteurs prestigieux, mais rien ne parvenait à combler le fossé qui séparait Rosemary du reste de la fratrie. À la fin des années 30, l'évidence s'imposa. Elle ne rattraperait jamais son retard. Pour Joe, cela dépassait la simple déception. C'était une frustration viscérale. Dans sa vision d'une perfection Kennedy absolue, Rosemary n'était plus seulement une enfant en difficulté, elle devenait un problème à résoudre. Pourtant, cette époque marqua l'apogée public de Joseph Kennedy. En 1937, le président Roosevelt le nomma ambassadeur en Grande-Bretagne. C'était le sommet vers lequel Joe avait tendu toute sa vie. Un catholique irlandais nommé ambassadeur à la cour de St. James. C'était la validation ultime, la preuve que l'outsider avait forcé les portes du sanctuaire du pouvoir. Joe s'installa à Londres, Rose et les plus jeunes restèrent souvent entre Palm Beach et Yannisport, tandis que les aînés étaient à l'université ou en voyage en Europe. Pour un bref moment, les deux domaines connurent un répit, moins peuplé, plus silencieux, mais le triomphe diplomatique de Joe fut de courte durée. Ses déclarations sur la Grande-Bretagne et l'Allemagne devinrent controversé. Son opposition à l'entrée en guerre de l'Amérique et sa complaisance affichée envers certains mouvements politiques européens le rendirent politiquement radioactif. En 1940, il démissionna, rentrant en Amérique avec une réputation en lambeaux. Les propriétés changèrent alors de nature. Elles devinrent des refuges, des bunkers de luxe où Joe pouvait fuir la critique publique. Ayant échoué dans sa propre carrière politique, il reporta la totalité de ses ambitions sur ses fils. Joe Jr. devrait accomplir ce que Joe Sr. avait manqué. Le plan dynastique n'en devenait que plus vital. En 1941, Yannisport et Palm Beach étaient solidement établis comme les deux pôles du pouvoir Kennedy. La famille migrait de l'un à l'autre au gré des saisons. Ces deux fiefs incarnaient les deux visages de l'ambition familiale. Yannisport, compétitif, agressif et informel. Palm Beach, élégant, sophistiqué et calculateur. Ensemble, ils fournissaient à Joe tout le nécessaire pour bâtir son empire. Mais ils allaient aussi être les témoins de la suite. La guerre qui grondait allait toucher ces deux rives. Des avis de décès y seraient lus
le deuil y serait porté. Ces maisons, bâties pour célébrer le succès, allèrent devenir des lieux de rassemblement pour pleurer les morts. En 1941, ce futur restait invisible. Joe Kennedy contemplait son royaume, 2 domaines, 9 enfants préparés à la grandeur. Tout se déroulait selon le plan. Les pierres étaient prêtes à servir la dynastie pour des siècles, mais la guerre arrivait et elle allait tout changer pour la famille, pour le pays et pour ces demeures censées incarner la puissance éternelle des Kennedy. Chapitre 4. Rosemary, la fille effacée. Rosemary Kennedy voit le jour en 1918. Elle est la 3e enfant, la fille aînée. Durant les premières années, les différences demeurent subtiles. Sur les photos de famille, c'est une enfant magnifique, souriante, jouant avec les autres. Mais à mesure qu'elle grandit, le décalage se creuse. Elle apprend à lire bien après ses frères. Son écriture reste enfantine alors que la leur s'affine. Sa coordination physique est laborieuse. Dans une famille où chaque instant est une compétition, où les conversations à table sont des joutes verbales rapides, où l'on doit être vif ou disparaître, Rosemary décroche. La nature exacte de sa condition n'a jamais été pleinement diagnostiquée. Certains historiens évoquent une privation d'oxygène à la naissance. L'accouchement fut difficile, le médecin de Rose ayant du retard, une infirmière aurait retenu le bébé, empêchant sa sortie jusqu'à l'arrivée du praticien, causant potentiellement des lésions cérébrales irréversibles. Ce fait ne fut jamais médicalement confirmé, mais une chose était claire, Rosemary souffrait d'un handicap intellectuel. Dans le langage clinique d'aujourd'hui, on parlerait d'un trouble du développement intellectuel. Son quotient intellectuel, bien que les mesures de l'époque fussent imprécises, était estimé autour de 70. Elle possédait une lecture et une écriture rudimentaires, pouvait tenir des conversations simples, mais le raisonnement complexe se dérobait sans cesse à son esprit. Joe et Rose tentèrent l'impossible. École spécialisée, précepteur privé, pédagogie alternative. Ils s'accrochaient à l'espoir tenace qu'avec suffisamment de ressources et d'efforts, le retard serait comblé. Il n'en fut rien. À l'adolescence, l'évidence devint cruelle. Rosemary ne rattraperait jamais ses frères et sœurs. Pour la vision dynastique de Joe Kennedy, cette réalité devint un problème insoluble. Son plan exigeait des enfants brillants, accomplis sans faille. Les limites de Rosemary menaçaient l'édifice tout entier. L'inquiétude du patriarche grandissait avec l'âge de sa fille. Que deviendrait-elle? Ne risquait-elle pas d'être manipulée? Ou pire, d'embarrasser la famille? Rose s'efforçait d'intégrer Rosemary à la vie mondaine de Yannisport et de Palm Beach. Elle l'emmenait dans les soirées, l'appareil de robe magnifique, lui soufflait les répliques convenables. Rosemary, désireuse de plaire, faisait de son mieux, mais l'effort était visible et le résultat incertain. Si ses frères et sœurs la traitaient avec une bienveillance générale, Kathleen veillant sur elle comme un ange gardien, aucune gentillesse ne pouvait altérer la réalité fondamentale. Pendant que ses frères débattaient de géopolitique, Rosemary restait silencieuse. Là où ses sœurs naviguaient avec aisance dans les eaux troubles de la société, Rosemary avait besoin d'un guide pour ne pas sombrer. À l'orée de la vingtaine, de nouvelles angoisses surgirent. Rosemary était devenue une jeune femme d'une grande beauté qui ne laissait pas les hommes indifférents. Elle aimait danser, elle aimait les soirées. Pour Joe, cette vulnérabilité était terrifiante. Quand il était persuadé que son déficit intellectuel la privait de tout jugement moral, il redoutait qu'elle ne soit abusée ou qu'une grossesse illégitime ne vienne entacher le nom des Kennedy. Certains rapports suggèrent également que son comportement devenait difficile, évoquant des sautes d'humeur et des accès d'agressivité. Que ces faits soient avérés ou exagérés par Joe pour justifier l'innommable reste encore aujourd'hui un sujet de débat pour les historiens. En 1941, Joe prit sa décision. Il avait entendu parler d'une procédure radicale vantée par certains médecins comme le remède miracle aux troubles mentaux et comportementaux, la lobotomie. L'opération consistait à sectionner les connexions du lobe frontal. C'était expérimental, les taux de réussite étaient lents et flous, les risques, eux, étaient immenses, mais Joe se convainquit que cela pouvait aider Rosemary. Ou peut-être se convainquit-il simplement que cela la rendrait plus facile à gérer. L'histoire diverge sur ses motivations exactes, mais un fait demeure, Joe organisa l'intervention sans en informer pleinement Rose. Certains disent qu'il lui a caché la vérité, d'autres qu'il en a minimisé la gravité. Quoi qu'il en soit, Rose n'était présente ni pour la décision ni pour l'acte. En novembre 1941, à l'âge de 23 ans, Rosemary fut admise à l'hôpital universitaire George Washington. La procédure se déroula sous anesthésie locale. Les médecins la gardèrent éveillée. Ils lui demandèrent de réciter des prières et de chanter des chansons populaires. Tant qu'elle parlait, il coupait.
Lorsqu'elle cessa de s'exprimer de manière cohérente, ils surent qu'ils avaient assez coupé. L'opération fut une catastrophe absolue. Rosemary émergea du bloc avec les capacités mentales d'un enfant de 2 ans. Elle pouvait à peine marcher, sa parole s'était envolée, elle était devenue incontinente. La jeune femme qui, malgré ses limites, avait conservé une certaine indépendance, était désormais totalement détruite. Immédiatement, Joe la fit interner, d'abord dans un établissement psychiatrique de l'État de New York, puis en 1949 à l'école Sainte Coletta dans le Wisconsin, une institution catholique pour personnes déficientes. Rosemary y passerait le reste de son existence sans jamais revoir Yannisport ni Palm Beach. À la famille, on servit un mensonge officiel. Rosemary enseignait à des enfants handicapés dans le Wisconsin. Beaucoup de ses frères et sœurs y crurent pendant des années. On les dissuadait de lui rendre visite. Joe, prétextant que les voir puis les voir repartir la bouleverserait trop. Rose finit par découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Sa réaction n'est pas entièrement documentée, mais on l'a dit dévastée. Sa fille avait été irrémédiablement brisée par une procédure qu'elle n'avait ni comprise ni approuvée. Mais dans le clan Kennedy, la parole du patriarche est une loi d'airain. On ne contredit pas Joe. Rose accepta le fait accompli, ravalant une douleur visible mais muette. À Yannisport, la chambre de Rosemary demeura intacte comme un sanctuaire vide alors qu'elle avait été physiquement et symboliquement effacée de la fresque familiale. La consigne donnée aux frères et sœurs fut sans appel, silence absolu. La famille devait présenter au monde un front uni, une façade de perfection et de succès ininterrompu. Rosemary n'entrait plus dans ce cadre et elle fut donc gommée du récit. Cette décision entra la fratrie. Des années plus tard, la culpabilité rongera les cœurs, Kathleen se reprochant amèrement de n'avoir pas su protéger sa sœur aînée. Mais en 1941, le modèle familial était figé, la loyauté envers la vision de Joe primait surtout, même sur la protection de l'un des leurs. Rosemary vécut à Sainte Coletta pendant des décennies. Si la fortune des Kennedy finançait ses soins, leur présence, elle, se fit rare. Joe ne la revit jamais. L'homme qui avait défié les marchés et côtoyé les rois ne put jamais affronter le regard de sa propre fille. Brisée par sa décision, Rose rendit quelques visites, mais espacées. Quant aux plus jeunes, l'accès leur fut interdit jusqu'à leur âge adulte. Le secret fut gardé sous scellé jusqu'aux années 60. Le public ignorait tout de l'institution. La fable officielle voulait qu'elle enseigne dans le Wisconsin. Ce n'est que lorsque la célébrité de la famille rendit les investigations inévitables que la vérité commença à suinter. Le destin de Rosemary est le carrefour tragique de l'ignorance médicale de l'époque et de la brutalité pragmatique de Joe Kennedy. La lobotomie, alors perçue par certains comme un progrès, devint entre les mains de Joe un outil de gestion de crise. Sa volonté de l'imposer sans le consentement éclairé de Rose et sa capacité à dissimuler l'échec en cachant sa fille révèlent jusqu'où il était prêt à aller pour préserver l'image de la famille idéale. Yannisport et Palm Beach avaient été conçus comme des théâtres de gloire. Il n'y avait pas de coulisses pour l'échec. Si vous ne correspondiez pas au script du succès, vous étiez coupé au montage. Votre chambre restait vide et la famille avançait, continuant de projeter l'image exigée par le patriarche. Rosemary Kennedy s'est éteinte en 2005. Elle a passé 64 ans enfermée à cause d'une procédure censée l'aider. Lorsque ses frères et sœurs découvrirent enfin l'ampleur du désastre, l'horreur le disputa à la honte. Certains devinrent des défenseurs acharnés, des personnes handicapées, cherchant peut-être dans l'action publique l'expiation de ce péché privé. Mais en 1941, Rosemary s'est simplement volatilisée. La fille qui avait tant lutté pour atteindre des standards impossibles avait disparu. Et la famille, réunie à Yannisport ou à Palm Beach, fit bloc autour du secret. Elle fut la première Kennedy sacrifiée sur l'autel de la dynastie. Elle ne serait pas la dernière. Chapitre 5, la guerre frappe à la porte, 1944. Le 13 août, un télégramme de la Western Union brisa la torpeur de Yannisport. Le messager le remit à la maison principale. Joe Kennedy l'ouvrit. Son fils aîné, son héritier, Joseph Patrick Kennedy Jr., était mort. La guerre avait été inévitable. Après Pearl Harbor en décembre 1941, tous les fils Kennedy en âge de se battre s'étaient engagés. Joe Jr. avait rejoint l'aéronaval, John la marine, finissant par commander un patrouilleur dans le Pacifique. Même le jeune Robert, encore trop vert pour le combat, se préparait à servir. Pour Joe Jr., l'uniforme n'était qu'une étape du plan, un chapitre nécessaire du grand livre que son père avait écrit pour lui. La guerre fabrique des héros et l'héroïsme est le carburant des carrières politiques. La feuille de route était claire.
guerre, servir avec distinction, rentrer au pays, briguer le Congrès et viser la Maison-Blanche. Tout se déroulait selon les plans, mais le destin ironique braqua d'abord ses projecteurs sur le second fils. En août 1943, le patrouilleur de John, le Petit Sainte-Neuf, fut éperonné et coupé en deux par un destroyer japonais dans les îles Salomon. 2 membres d'équipage périrent sur le coup. John et les survivants nagèrent vers un îlot désert. John, ce nageur chétif, remorqua un camarade blessé pendant des heures, la sangle du gilet de sauvetage serré entre ses dents. Ils survécurent plusieurs jours avant d'être secourus. L'histoire fit la une des journaux. John Kennedy, l'officier qui avait sauvé son équipage. Son père s'assura que la légende s'imprime en lettres capitales dans tout le pays. John reçut la médaille de la marine et du corps des Marines. Il rentra début 1944, encore convalescent, mais auréolé du statut indiscutable de héros de guerre. Joe Jr. observait cela avec une amertume silencieuse. Son frère cadet, l'éternel second, le maladif, lui volait la vedette. La presse encensait John. On demandait à Joe Jr. des nouvelles de son frère héroïque. La dynamique compétitive qui avait forgé leur enfance à Yannisport atteignit son paroxysme mortel. Joe Jr. ne pouvait se contenter d'égaler l'héroïsme de John, il devait l'éclipser. Il se porta volontaire pour l'opération Aphrodite, une mission secrète, expérimentale, aux frontières du suicide. L'idée était de transformer des bombardiers en missiles volants, gorgés d'explosifs bien au-delà de leur capacité standard. Les pilotes devaient décoller, armer la charge, verrouiller les commandes sur une cible allemande, puis sauter en parachute avant l'impact. Les risques étaient terrifiants, défaillance mécanique, erreur de navigation, explosion prématurée, mais là où d'autres voyaient la mort, Joe Jr. vit l'opportunité. S'il réussissait cette mission impossible, il reviendrait avec une gloire capable d'effacer l'histoire du patrouilleur de son frère. Il reprendrait sa place légitime, seul au centre de la lumière. Le 12 août 1944, Joe Jr. et son copilote décollèrent d'Angleterre à bord d'un bombardier modifié, véritable poudrière volante. Le plan semblait simple: cap sur la cible, pilote automatique, éjection. Des chasseurs d'escorte devaient guider l'avion sans pilote jusqu'à sa destination finale, mais quelque chose tourna mal. Les témoins dans les avions d'escorte virent le ciel s'embraser. Au-dessus de la campagne anglaise, le bombardier se désintégra en une fraction de seconde. L'explosion fut si totale qu'il ne resta rien. Pas de corps à récupérer, pas de dépouilles à pleurer, juste le vide. À Yannisport, la famille était réunie pour l'été. Le 13 août, un messager de la Western Union apporta le télégramme à la maison principale. Rose était à la messe. Joe Senior reçut la nouvelle seul. À son retour, il dut prononcer l'impossible. Leur fils aîné, celui sur qui reposaient tous les espoirs, l'investissement de toute une vie, le futur sénateur, le futur président, n'était plus. Le salon de la grande maison devint un caveau. Joe s'effondra dans son fauteuil. Rose pleura. Les plus jeunes peinaient à saisir l'ampleur du vide qui venait de s'ouvrir. John, encore marqué par ses propres blessures de guerre, comprit que le fardeau que son frère devait porter venait de lui échoir. La chambre de Joe Jr. fut figée dans le temps. Ses trophées scolaires, ses photographies, ses livres. La pièce devint un sanctuaire dédié à ce qui aurait dû être. Joe Senior ne put se résoudre à fermer cette porte. Pendant des mois, peut-être des années, la chambre resta ouverte, préservée exactement telle que Joe l'avait laissée. La guerre qui devait forger les héros de la dynastie venait d'en arracher le cœur. Joe Senior vieillit visiblement. L'énergie vitale qui avait propulsé ses enfants avec tant d'acharnement ne disparut pas, mais elle fut irrémédiablement brisée. Le malheur ne frappe jamais seul. Une autre tragédie de guerre frappa la famille sous une forme différente. Kathleen, la rebelle surnommée Kik, avait bravé l'interdit de sa mère pour épouser en mai 1944 William Cavendish, marquis de Hartington, un aristocrate protestant anglais. Le mariage ne dura que 4 mois. En septembre, William tombait au combat en Belgique, veuve à 24 ans, Kik fit un choix qui heurta Yannisport. Elle décida de rester en Angleterre. Elle estimait que sa place était désormais auprès de la famille de son mari qui l'avait adoptée. Pour Joe et Rose, qui exigeaient une proximité géographique et émotionnelle totale pour maintenir leur influence, cette indépendance était une trahison silencieuse. Kik refusait de suivre le script familial. L'été et l'automne 1944 transformèrent le complexe à jamais. 2 fils devaient revenir en héros. L'un était mort, pulvérisé dans le ciel d'Angleterre. L'autre, blessé, luttait contre ses propres démons. Une fille, mariée hors de la foi, vivait son veuvage en exil. La guerre, censée être le tremplin des ambitions Kennedy, n'avait apporté que la perte. La mort de Joe Jr. détruisit la mécanique de l'avenir familial. Tout avait été architecturé autour de lui. Il était l'héritier politique. John n'était que le plan de secours, peut-être bon pour le Sénat. Avec Joe visant la présidence, l'ordre était clair. Désormais, John devait monter en première ligne, un rôle pour lequel il n'avait jamais été préparé.
Le drapeau de Yannisport flottait en berne, les visiteurs affluaient pour rendre hommage. Les politiciens qui espéraient un jour travailler avec le jeune Joe exprimaient leurs condoléances, mais les mots ne changeaient rien à la froide réalité. Le dauphin, si soigneusement préparé, avait disparu. Joe Senior sécha ses larmes et se remit au travail avec une ferveur désespérée. Il n'y avait plus le choix. Il fallait s'assurer que John prenne la place de Joe. John n'avait aucune appétence pour l'arène politique. Son esprit plus littéraire vagabondait vers le journalisme, l'enseignement, peut-être l'écriture, mais dans la cartographie mentale de son père, ses chemins de traverse étaient des impasses. Joe Junior était mort, quelqu'un devait incarner la vision. John fut désigné, le domaine, jadis forge de l'aîné, devint celle du cadet. La pression changea simplement d'épaule, et passant du fils mort au fils vivant, la chambre où John avait toujours été le second devint l'antichambre du trône. Le poids des attentes paternelles, déjà écrasant, devint insoutenable. Rose affronta l'épreuve par la foi, plus de messe, plus de prière, une dévotion redoublée au chapelet. Elle avait perdu un fils et sa foi lui dictait que c'était la volonté de Dieu. Elle l'accepta sans chercher à comprendre. Ce stoïcisme catholique qu'elle avait toujours pratiqué se mua en une armure impénétrable. Les plus jeunes enfants observaient ce glissement tectonique. Robert vit les destins de ses frères se sceller, l'un mort à la guerre, l'autre poussé vers une politique qu'il n'avait pas choisie. La leçon était claire, on sert les objectifs de la dynastie, peu importe les préférences personnelles. Les désirs individuels s'effacent devant l'ambition du clan. Fin 1944, l'atmosphère de Yannisport avait changé, l'énergie compétitive vibrait encore, Joe Senior poussait toujours sa progéniture, mais le deuil s'était invité à table. C'était la première fois que la mort touchait le noyau dur, la première fois que l'invincibilité des Kennedy vacillait. Ils avaient cru pouvoir tout gagner, ils savaient désormais qu'ils pouvaient perdre. La guerre continuait. John finit par retourner à la vie civile. Kik resta en Angleterre, les enfants grandissaient, mais Yannisport, en cette année 1944, devint le lieu où les Kennedy comprirent que les plans de leur père ne garantissaient pas l'immunité face au destin. La chambre de Joe Junior restait figée, sanctuaire de ce que la famille avait perdu et memento mori de ce que John devait devenir. La chambre du fils mort planait sur celle du vivant. Le fardeau fut transféré intacte. La guerre finirait en 1945, les Kennedy avanceraient. Mais quelque chose s'était brisé dans l'armure familiale. C'était la première fissure, le début de la compréhension que la dynastie bâtie par Joe aurait un coup qu'il n'avait jamais anticipé. Chapitre 6, la rébellion de Kik de Yannisport aux Alpes françaises. Kathleen Kennedy avait toujours été une anomalie solaire. Là où ses frères s'affrontaient brutalement et où ses sœurs s'échinaient à atteindre des standards impossibles, Kik traçait sa propre route. Sociable, populaire, elle désarmait son père par son humour et ne se laissait pas intimider. La guerre la propulsa à Londres, au cœur du Blitz, travaillant pour la Croix-Rouge. Les bombes tombaient, les immeubles s'effondraient, mais Kik s'épanouissait dans le chaos. Elle y rencontra William Cavendish, marquis de Hartington, héritier du duc de Devonshire. William était issu de l'une des familles aristocratiques les plus illustres d'Angleterre, Chatsworth House, des domaines immenses, des siècles de lignée. Il était protestant, Kik était catholique. Le fossé religieux créa des remous immédiats. Joe Kennedy, pragmatique, vit l'alliance politique suprême. Sa fille, épousant l'aristocratie britannique, cimenterait la légitimité des Kennedy. Mais Rose y vit une trahison. La doctrine catholique était formelle. Épouser un protestant, surtout lors d'une cérémonie protestante, était un péché mortel, synonyme d'excommunication. Kik aimait William. Ils acceptèrent d'élever leurs enfants dans la foi catholique, pensant que cela suffirait. Mais pour Rose, la cérémonie elle-même était l'obstacle. Le mariage eut lieu en mai 1944, une cérémonie civile, loin des autels. Rose refusa d'y assister. Joe, lui, était présent, validant l'alliance. La famille était divisée. Kik choisissait l'amour et l'indépendance contre l'approbation maternelle. 4 mois plus tard, la fatalité frappa encore. Et William fut tué par un sniper en Belgique. En septembre 1944, Kik était veuve à 24 ans. Elle aurait pu rentrer en Amérique, se réfugier à Yannisport. Elle choisit de rester en Angleterre. La famille Cavendish ne lui ferma pas la porte. Elle l'ouvrit en grand. Elle était la veuve de leur fils. Ils lui offrirent des appartements dans leur domaine et l'intégrèrent aux affaires du clan. Pour la première fois, l'identité de Kik ne se résumait pas à son patronyme. Elle était Lady Hartington. Elle possédait une identité propre, une place légitime dans la société. Rose exigeait son retour en Amérique, un retour à une vie catholique convenable, un retour sous la férule familiale. Kik refusa. L'Angleterre était la terre de son bonheur avec William, le lieu où elle avait été acceptée pour ce qu'elle était. Elle visiterait l'Amérique, certes, mais elle n'y revivrait pas. Les années suivant la mort de William furent ambiguës. Kik portait le deuil tout en savourant une indépendance inédite. Elle jouissait de la fortune des Cavendish, d'un
d'un statut social élevé et gravitait dans les cercles aristocratiques, libre à la fois des ambitions de son père et des carcans religieux de sa mère. C'est alors qu'elle rencontra Peter Fitzwilliam, comte Fitzwilliam, immensément riche, séducteur, sophistiqué et marié. Il vivait séparé de son épouse, mais le divorce n'était pas prononcé. Pour la doctrine catholique, cette situation était pire encore que son premier mariage. Fréquenter un homme marié était un interdit absolu. Kik n'en avait cure. Elle avait déjà franchi le Rubicon en épousant un protestant. Elle était prête à récidiver. Elle et Peter entamèrent une liaison qui scandalisa autant les Cavendish que les Kennedy. La fureur de Joe Kennedy ne tarda pas à traverser l'Atlantique. Non par moralité religieuse, Joe n'avait jamais été un modèle de piété, mais par pur calcul d'image. John débutait sa carrière politique. Une sœur, s'affichant publiquement avec un homme marié, était une bombe à retardement pour ses ambitions. Selon plusieurs récits, Joe posa un ultimatum brutal. Il menaça de couper les vivres à sa fille si elle persistait. Il exigeait la rupture immédiate, choisir la loyauté clanique plutôt que le bonheur personnel, rentrer dans le rang et redevenir une fille Kennedy docile. Mais Kik avait un autre plan. Le divorce de Peter finirait par être prononcé. Il se marierait. Elle affronterait les conséquences, quelles qu'elles soient. Elle avait déjà perdu un mari. Elle refusait de perdre un autre homme aimé pour satisfaire la désapprobation paternelle. En mai 1948, Kik et Peter planifièrent une escapade dans le sud de la France. Ils voulaient discuter de leur avenir, tirer des plans, peut-être annoncer leur fiançailles. Ils affrétèrent un petit avion privé au départ de Paris, destination Cannes. La météo était exécrable, une tempête balayait la vallée du Rhône. Le pilote déconseilla formellement le vol, mais ils avaient des réservations, des projets, une urgence de vivre. Ils décidèrent de partir malgré tout. L'avion décolla de Paris le 13 mai 1948. La tempête se révéla plus violente que prévu. Le petit appareil luttait contre les éléments, la visibilité était nulle. Le pilote tenta de naviguer à l'aveugle. Quelque part au-dessus des Alpes françaises, cherchant probablement une trouée à travers les montagnes, l'avion percuta un sommet de plein fouet. La mort fut instantanée pour tous les passagers. Kik avait 28 ans, Peter en avait 37. On ne retrouva les corps que plusieurs jours plus tard, lorsque les équipes de recherche atteignirent enfin l'épave perchée en haute montagne. La nouvelle parvint à Yannisport par télégramme. Encore un télégramme, encore un décès. Rose reçut la nouvelle avec des émotions complexes. Sa fille, elle était morte, oui, mais sa fille vivait aussi dans le péché avec un homme marié. La douleur maternelle se mêlait à la conviction terrible que ce drame était d'une certaine manière un jugement divin sanctionnant les choix de Kik. Joe Senior était anéanti. Quelle qu'ait été sa colère envers Peter, Kik restait sa fille, l'enfant rayonnante et indépendante qui avait illuminé le complexe familial. Il avait menacé de la déshériter. Maintenant qu'elle était morte, ces menaces restèrent comme l'ultime interaction significative qu'ils avaient eue. Ni Joe ni Rose n'assistèrent aux funérailles. La cérémonie eut lieu en Angleterre, dans le caveau familial des Cavendish. L'explication officielle invoqua l'incapacité de Joe à voyager pour raison de santé, mais beaucoup comprirent. La véritable raison, assister aux obsèques, revenait à valider aux yeux du monde la relation de Kik avec Peter. Les Kennedy ne pouvaient cautionner publiquement ce qu'ils avaient condamné en privé. La famille Cavendish enterra Kik avec tous les honneurs. Elle était Lady Hartington, la veuve de William. C'est ainsi que l'Angleterre choisit de se souvenir d'elle. L'absence des Kennedy fut remarquée et créa un malaise palpable. Ils abandonnaient leur fille dans la mort comme ils l'avaient désavouée dans la vie. À Yannisport, le vide laissé par Kik devint permanent, tout comme celui de Rosemary avant elle, bien que pour des raisons différentes. Rosemary avait été cachée car elle ne cadrait pas avec le récit du succès. Kik avait disparu car elle avait choisi la liberté contre le contrôle familial. Un motif macabre commençait à se dessiner, visible pour qui osait regarder. Les enfants Kennedy qui récitaient fidèlement le script, Joe Jr. avant sa mort, John entrant docilement en politique, étaient portés au nu. Ceux qui osaient l'improvisation étaient perdus. Rosemary effacée dans une institution, Kik morte pour avoir refusé de revenir dans l'orbite familiale. La dynastie exigeait une conformité absolue. Rose filtra la mort de Kik à travers le prisme implacable de sa foi. Sa fille s'était égarée loin des dogmes de l'église, avait épousé un protestant, puis fréquenté un homme marié. Le crash aérien, dans l'esprit tourmenté de Rose, frôlait l'intervention divine, une main céleste empêchant un péché plus grand encore. Elle priait pour l'âme de Kik, mais semblait convaincue que cette mort portait un sens caché. Joe Senior, lui, ne trouvait aucun réconfort dans la théologie. Il ne pouvait intellectualiser la perte. Il avait perdu 2 enfants en 4 ans. Joe Jr., l'héritier de tout ce qu'il avait bâti, et Kik, la fille qui rayonnait d'un bonheur sincère, même si ce bonheur s'était construit hors des plans de l'architecte. Le coup de la dynastie devenait tangible.
Dans la salle à manger de Hyannispor, là où le clan au grand complet faisait jadis trembler les murs, 2 chaises restaient désormais vides. La place de Joe Jr., la place de Kik. La table semblait avoir rétréci. L'énergie compétitive qui électrisait les repas s'était émoussée. La mort avait forcé les portes du complexe par 2 fois, emportant à chaque passage des piliers de l'avenir radieux promis par le patriarche. John, au début de la trentaine, entamait sa carrière politique avec ce fardeau. Avoir perdu son frère aîné et sa sœur préférée en l'espace de 4 ans. La famille, qui lui avait semblé invincible durant son enfance, révélait sa fragilité de porcelaine. Succès et deuil étaient désormais entrelacés d'une manière que son père refusait d'admettre. Le sens même du complexe changeait. Bâti comme un camp d'entraînement pour le succès, il devenait le lieu de rassemblement pour gérer la perte. L'endroit où les télégrammes funestes arrivaient, où les chambres vides rappelaient incessamment les absents. En 1948, sur les 9 enfants de Joe et Rose, il n'en restait que 7. Rosemary était vivante mais effacée, enfermée dans le Wisconsin. Joe Jr. et Kik étaient morts. La famille censée conquérir la politique américaine était décimée par des forces que Joe ne pouvait contrôler. Le récit de la malédiction n'était pas encore né. En 1948, on ne voyait que des coïncidences tragiques. Une mort à la guerre, un accident d'avion, triste certes, mais pas surnaturel. Pourtant, l'engrenage était lancé. L'ambition Kennedy rencontrait la tragédie Kennedy. La dynastie exigeait des sacrifices que son architecte n'avait pas anticipés. La rébellion de Kik s'était fracassée sur un sommet alpin. Son refus de se conformer, de revenir à Hyannispor, d'accepter le contrôle familial l'avait conduite dans cet avion. D'autres choix l'auraient-ils sauvée ? Nul ne le sait. Mais sa mort cimenta une croyance familiale terrifiante. Quitter l'orbite des Kennedy est dangereux. L'indépendance mène au désastre. Le message pour les survivants était sans équivoque. Restez proches, suivez le plan. La dissidence est mortelle. Le complexe est votre seul abri. Le monde extérieur est une menace. Que ce soit une vérité ou un mensonge nécessaire pour donner un sens à l'horreur, cela devint la doctrine Kennedy. 2 chaises vides de plus, 2 chambres closes de plus. Le complexe bâti pour la gloire se muait doucement en musée du deuil. Chapitre 7. L'ascension. JFK prend les rênes du complexe. John Fitzgerald Kennedy n'avait jamais désiré la politique. Ses rêves le portèrent vers le journalisme, peut-être l'enseignement. L'écriture le passionnait. Sa thèse à Harvard était devenue un livre, Why England Slept, une analyse de l'apaisement britannique avant la guerre. Il se voyait en observateur, en analyste, pas en gladiateur dans l'arène. Mais le dauphin était mort. Quelqu'un devait incarner la vision de Joe Senior, et parmi les fils aînés, John restait la seule option. Robert était trop jeune, encore sur les bancs de l'école. C'était à John de s'y coller. Son père fut catégorique. La famille avait besoin de cela. La mort de Joe Jr. ne pouvait signifier la fin des ambitions politiques des Kennedy. Les blessures de guerre de John le tourmentaient. Son dos, fracassé lors de la collision du PT-109, et les séquelles de la malaria contractée dans le Pacifique lui infligeaient une douleur constante. Mais ces blessures lui offraient aussi une narration parfaite. Le héros de guerre qui avait sauvé son équipage. Son père s'assura que cette épopée soit racontée encore et encore, jusqu'à devenir la fondation mythologique de l'identité politique de John. En 1946, John brigua le Congrès dans le 11e district du Massachusetts. Une circonscription couvrant des parties de Boston et Cambridge, des quartiers ouvriers, des bastions catholiques irlandais où le nom Kennedy valait de l'or. La campagne ne fut pas dirigée depuis un bureau enfumé de Boston, mais depuis le salon balayé par les vents de Hyannispor. Joe Senior en était le général en chef, orchestrant la stratégie entre 2 coups de téléphone depuis son bureau, tandis que sa fortune irriguait le moindre rouage de l'opération. Rien ne fut laissé au hasard. À 29 ans, John remporta le siège haut la main. Le voici Congressman Kennedy. S'il s'installa à Washington, son véritable centre de gravité restait le complexe familial. C'était là qu'il venait recharger ses batteries, là qu'il recevait ses ordres de marche paternelle, là que le clan dessinait les cartes des conquêtes futures. Mais pour Joe Senior, être député n'était qu'un échauffement. Il visait le trône, le Sénat, puis la présidence. La route tracée jadis pour le défunt Joe Jr. s'ouvrait désormais devant John.
Le calendrier était agressif. John était jeune, certes, mais la jeunesse bien marquetée devient un atout. En 1952, John se lança à l'assaut du Sénat contre Henry Cabot Lodge Jr. Lodge était l'incarnation du pouvoir établi, issu de l'une des familles les plus illustres du Massachusetts. Il représentait précisément cette aristocratie protestante que Joe Kennedy avait passé sa vie à vouloir égaler. La campagne fut brutale, ruineuse. Joe dépensa sans compter, activa chaque levier, chaque faveur due. La machine de guerre Kennedy, basée à Yannisport, tournait à plein régime avec Robert, tout juste sorti de l'école de droit, à la manœuvre. Le clan fit tapis et John gagna, sénateur à 35 ans. La victoire dépassait la politique. Elle était tribale. Un Kennedy avait abattu un Lodge. L'argent frais des catholiques irlandais avait triomphé du vieux sang bleu protestant. C'était la validation suprême de l'œuvre de Joe. Cependant, la vie personnelle de John restait un point faible. Il enchaînait les conquêtes. Fille de la haute société, actrice, mais rien de sérieux. Son père exigeait un mariage. Un homme d'État a besoin d'une épouse, surtout s'il vise la Maison Blanche. Un sénateur célibataire suscite des doutes sur sa stabilité et son caractère. En 1951, lors d'un dîner, John rencontra Jacqueline Bouvier. De 12 ans, sa cadette, sophistiquée, cultivée, issue d'un milieu aisé, bien que moins fortunée que les Kennedy, elle avait été éduquée en Europe et parlait couramment le français. Elle possédait ce vernis, cette patine aristocratique qui faisait parfois défaut aux Kennedy malgré leurs millions. Ils se marièrent en septembre 1953 à Newport, Rhode Island. Un mariage royal à l'américaine, plus de 800 invités, une robe nécessitant 50 mètres de soie et une réception à Hammersmith Farm, le domaine familial des Bouvier. Ce fut l'événement mondain de la saison. Mais pour Jackie, l'entrée dans la dynamique familiale fut un choc thermique. Elle avait grandi dans un environnement feutré, raffiné. Le complexe Kennedy, en comparaison, était une arène de gladiateurs. Le vacarme incessant, la compétition permanente, ces parties de football sur la pelouse où elle était sommée de participer, les débats politiques où chacun hurlait pour couvrir la voix de l'autre. Joe Senior attribua l'une des petites maisons du complexe au jeune couple. C'était le plan d'origine. Les fils restaient sur le domaine. La maison de John n'était qu'à quelques pas de celle de ses parents. L'intimité n'était pas une option. Jackie trouva cette atmosphère suffocante. L'esprit de compétition qui avait forgé John lui semblait puéril. Des hommes faits tenant les scores de matchs amateurs, des sœurs rivalisant pour la meilleure tenue, la surenchère permanente au dîner pour prouver qui était le plus intelligent, le plus rapide, le plus accompli. Jackie battait en retraite dès qu'elle le pouvait, fuyant vers les propriétés de sa propre famille, cherchant des excuses pour s'évader. Ce complexe, censé être le quartier général d'une dynastie, lui apparaissait comme une cocotte minute irrespirable. Pourtant, le domaine remplissait parfaitement sa fonction politique. Les photographes affluaient pour capturer le jeune sénateur chez lui, au bras de sa magnifique épouse. Les images de John et Jackie à Hyannisport inondaient les magazines sur papier glacé. Le voilier, la plage, l'élégance décontractée de l'été à Cape Cod. Ces clichés vendaient la marque Kennedy avec une efficacité redoutable. L'ascension continuait. John publia un autre livre, Profiles in Courage, sur des sénateurs ayant pris des positions de principe impopulaires. Publié en 1956, ce fut un best-seller couronné par le prix Pulitzer. Si des questions émergèrent au plus tard sur la véritable paternité du texte et le rôle crucial de son nègre littéraire Ted Sorensen, le livre cimenta l'image intellectuelle de JFK. Au milieu des années 50, le complexe Kennedy fonctionnait exactement comme il avait été conçu, une usine à fabriquer du mythe. C'est entre ces murs que la stratégie politique se cristallisait. Réunions de famille, campagnes coordonnées, le prestige des lieux n'était pas un décor, c'était une arme au service de l'image du clan. John était désormais positionné sur la rampe de lancement pour l'étape ultime, la présidence. En 1958, Joe Senior avait 70 ans. Si sa vigueur physique déclinait, l'ambition qu'il nourrissait pour ses fils, elle, restait intacte. Au contraire, la perte de Joe Jr. n'avait fait que durcir sa résolution. John devait atteindre le sommet. La dynastie ne pouvait s'éteindre, elle devait se perpétuer à travers la génération suivante. Le complexe servait aussi de refuge.
loin de la machinerie législative de Washington, des commissions interminables et de la bureaucratie du Sénat, Yannisport offrait à John une échappatoire. Naviguer, nager, s'immerger dans le clan. Le domaine représentait la déconnexion du labeur politique tout en restant son quartier général. Jackie, elle, se heurtait violemment à cette dualité. Elle aspirait à une vie privée, distincte de l'ingérence perpétuelle des Kennedy. Mais ce concept était étranger à la famille. Tout se partageait, tout se discutait. Dans ce monde, l'intimité était perçue comme de l'égoïsme. La tribu passait avant tout, toujours. Plus insidieuse encore, Jackie devait composer avec la désinvolture du complexe envers l'infidélité. Joe Senior avait multiplié les maîtresses tout au long de son mariage avec Rose. C'était un secret de polichinelle, toléré au sein du foyer. John reproduisait cet atavisme paternel. Même marié, il enchaînait les relations. Au complexe, cela était accepté comme le comportement normal d'un homme Kennedy. Jackie savait, tout le monde savait. Mais la loi du clan exigeait le silence. On maintient les apparences. On soutient son mari. C'est ce que Rose avait fait. C'est ce que les épouses Kennedy faisaient. Jackie trouva cet arrangement douloureux, mais elle apprit à naviguer dans ces eaux troubles. En 1958, alors que John préparait sa course à la Maison-Blanche, le complexe devint l'épicentre de la campagne. Il fallait des séances de stratégie, mais surtout des opportunités photos montrant le clan Kennedy dans toute sa splendeur. Yannisport et Palm Beach devaient y projeter le succès, la jeunesse, la vigueur. L'œuvre d'une vie de Joe Senior touchait à son but. La maison de John sur le domaine devint sa base opérationnelle, bourrée d'équipements de communication, de personnel et de sécurité. La petite maison annexe achetée jadis était devenue le foyer d'un président potentiel. La transformation était totale. La propriété acquise en 1928 par un outsider forçant les portes de la haute société WASP était devenue le siège d'une dynastie politique. La famille irlandaise catholique, celle qui n'aurait jamais dû appartenir à ce monde, produisait un sénateur aux portes du bureau ovale. Joe Senior, posté sur le porche de la maison principale, contemplait ceux qui restaient. Joe Junior et Kik n'étaient plus. Rosemary était enfermée au loin. Mais John était sénateur. Robert s'affirmait comme un stratège redoutable. Les plus jeunes grandissaient. Malgré les pertes, la dynastie fonctionnait. Le complexe avait été le témoin de la mort et du deuil, mais il avait aussi été le terrain d'entraînement du succès. L'atmosphère compétitive, la pression constante, l'injonction impitoyable à réussir, tout cela avait servi un but. Au moins un Kennedy atteignait les sommets que Joe avait visualisés. En 1958, l'avenir semblait radieux. John allait courir pour la présidence. Il allait probablement gagner. Le complexe deviendrait la Maison Blanche d'été. Tout se déroulait selon le plan révisé. Ce que Joe ne pouvait voir, c'est que ce moment d'apogée marquait aussi l'orée de la période la plus sombre. Que le succès et la tragédie s'apprêtaient à s'entrelacer d'une manière qui entrait ces lieux à jamais. Que les murs bâtis pour célébrer le triomphe des Kennedy deviendraient les monuments de leur perte. Mais en 1958, sur son porche, Joe Kennedy croyait sa dynastie sécurisée. Son fils serait président. La vision devenait réalité. Le complexe avait rempli son office. Chapitre 8. Le chaos de Bobby. Hickory Hill. Robert Kennedy étouffait. Il avait dirigé la campagne sénatoriale de John, travaillé au département de la justice et épousé Ethel Skakel en 1950. Au milieu des années 50, avec une progéniture qui s'agrandissait à vue d'œil, la vie au complexe de Yannisport, ou dans l'ombre immédiate de ses parents, n'était plus viable. Il lui fallait son propre fief. En 1955, John acquiert un domaine à McLean, en Virginie, aux portes de Washington. Hickory Hill, une propriété imposante dotée d'une vaste demeure et de terrains immenses, imprégnés par l'histoire de la guerre de sécession, ayant servi de quartier général au général George McClellan. John imaginait y installer son foyer avec Jackie, mais lorsqu'elle visita les lieux, le rejet fut viscéral. Elle détesta tout. Trop grand, trop loin de la capitale, trop isolée. Enceinte et traversant une grossesse difficile, elle ne sentait que l'hostilité de ces murs. Elle voulait quelque chose de plus intime, de plus urbain. Elle refusa d'y vivre. En 1957, John revendit la propriété à Robert. Pour Bobby et Ethel, ce fut le coup de foudre inverse. L'espace, l'intimité loin de la surveillance constante de Joe Senior, les possibilités infinies. Ils emménagèrent et entamèrent la métamorphose des lieux,
créant un univers aux antipodes de Hyannisport ou de Palm Beach. Hickory Hill devint le chaos par dessein. Ethel voulait des animaux, beaucoup d'animaux. Une ménagerie improbable où l'on croisait Geronimo, un cheval qui s'invitait parfois dans le salon, une meute de chiens, des poulets, des canards, et même, un temps, une otarie dans la piscine, un cadeau qui s'avéra logistiquement désastreux. Le domaine tenait autant de la maison de famille que du jardin zoologique. Les enfants s'y multiplièrent à une vitesse vertigineuse. Ethel et Bobby allèrent finalement avoir 11 enfants ensemble. Une tribu bruyante, Kathleen, Joseph, Robert Jr., David et tous les autres qui suivirent, remplissant la maison de cris, de courses effrénées et de jeux incessants. L'atmosphère tranchait radicalement avec le complexe contrôlé de Joe Senior. À Hyannisport, la compétition était martiale et dirigée vers un but précis. À Hickory Hill, c'était une anarchie joyeuse, un désordre structuré. Les enfants grimpaient aux arbres, tombaient dans la piscine, vivaient au milieu des bêtes. Bobby embrassa cet environnement. Lui, le Kennedy calme et sensible, moins naturellement agressif que Joe Jr. ou John, plus émotif que son père ne le tolérait, trouvait ici sa respiration. Loin du jugement de Joe, il inventait sa propre version de la vie de famille. La piscine devint légendaire, non pour la natation, mais pour ses réceptions. Sénateurs, membres du cabinet, journalistes, tous savaient qu'à Hickory Hill, le protocole finissait souvent à l'eau. Être jeté tout habillé dans la piscine devint une tradition, presque un rite de passage. On n'était pas vraiment adoubé tant qu'on n'avait pas été trempé. Ethel encourageait cette folie douce. Issue d'une famille riche mais moins formelle que les Kennedy, elle était spontanée, prête à embrasser le tumulte là où Rose Kennedy avait géré sa progéniture avec la rigueur d'un métronome et une discipline catholique de fer. À Hickory Hill, les règles existaient, mais leur application restait floue. La maison reflétait cet esprit, des jouets partout, du matériel de sport, des accessoires pour animaux. Ce n'était pas un musée pour épater la galerie, c'était une maison vivante, bruyante, désordonnée. Bobby fit de Hickory Hill sa base arrière à mesure qu'il s'élevait dans l'ombre de son frère. Lorsque John devint président en 1961, Bobby fut nommé procureur général, malgré la controverse de son âge, 35 ans, et son expérience juridique limitée. Mais Joe Senior avait tranché. La loyauté familiale prévalait sur les qualifications conventionnelles. En tant que ministre de la Justice, Bobby travaillait depuis le département d'État, mais il ramenait constamment le pouvoir à la maison. Son bureau croulait sous les dossiers. Le téléphone sonnait à toute heure. Les conseillers enjambaient les jouets pour assister aux réunions. Les sessions de stratégie politique se tenaient autour de la table du dîner, au milieu des enfants qui mangeaient. Ce mélange des genres entre le travail et la vie privée était une tradition Kennedy. Joe Senior l'avait pratiquée à Hyannisport, mais la version de Bobby était moins solennelle. La frontière entre le professionnel et le personnel était perméable. Le domaine devint aussi le point de ralliement de la famille élargie. John s'échappait de la Maison Blanche pour des apartés privés avec Bobby. Eunice, Patricia, Jean et leur famille y affluaient. Si Hyannisport restait le siège officiel de la monarchie, Hickory Hill s'affirmait comme un centre de pouvoir alternatif, créant une friction subtile avec Joe Senior. Il avait bâti son complexe pour garder la famille sous sa coupe, mais la gravité du pouvoir commençait à se déplacer. L'installation de Bobby en Virginie marquait une indépendance, certes, mais pas une rébellion. La nuance est capitale. Bobby restait dévoué corps et âme aux intérêts du clan, mais il revendiquait son autonomie. Le destin allait précipiter cette émancipation. En décembre 1961, une attaque cérébrale foudroya Joe Senior. Le patriarche se retrouva partiellement paralysé, la parole brisée. Sa main de fer, qui avait tenu la famille si serrée pendant des décennies, se desserra brutalement. Dès lors, Bobby, confident absolu de John et procureur général, prit son envol. Hickory Hill cessa d'être une simple résidence pour devenir un centre de pouvoir névralgique. La propriété servait à merveille l'agenda politique de Bobby. Les journalistes qui y pénétraient découvraient une vie de famille énergique et séduisante. Les magazines s'arrachèrent les photos de Bobby jouant avec ses enfants. C'était l'image Kennedy, mais réchauffée, débarrassée de la froideur calculatrice de Joe Senior. Elle projetait de la vigueur mais aussi de l'humanité. Bobby élevait sa progéniture à l'opposé de ce qu'il avait vécu. Moins de pression, plus d'affection. Il avait subi les méthodes spartiates de Joe et avait choisi une autre voie.
Il voulait toujours que ses enfants réussissent, qu'ils servent leur pays, mais il refusait de recréer la cocotte minute psychologique de son enfance. Ethel était la clé de voûte de ce système. Elle gérait le chaos domestique avec une tolérance remarquable. Les os brisés étaient monnaie courante avec 11 enfants engagés dans des jeux brutaux. Elle prenait cela avec philosophie. Les visites aux urgences devinrent routinières, la famille plaisantant même sur l'idée d'obtenir une carte de fidélité à l'hôpital. Les terrains du domaine offraient l'espace nécessaire aux compétitions athlétiques des Kennedy, mais la musique avait changé. À Hyannisport, Joe Senior avait transformé le jeu en test de caractère. Les vainqueurs étaient adulés, les perdants humiliés. À Hickory Hill, Bobby jouait avec ses enfants en privilégiant le plaisir sur la victoire. Il avait appris, à ses dépens, le coup de l'approche paternelle. Pourtant, Hickory Hill n'était pas déconnecté du destin Kennedy. Bobby restait au service des objectifs politiques de la famille. Dans son travail, il demeurait d'une compétitivité féroce. Le domaine était simplement l'endroit où il pouvait s'autoriser une version plus douce de lui-même, où la chaleur qu'il ne pouvait montrer en public jaillissait enfin. Cette maison racontait aussi l'évolution de Bobby. Il avait commencé comme le petit frère de Joe Jr., puis celui de John, toujours l'ombre de quelqu'un. Mais au début des années 60, il devenait sa propre figure. Procureur général, conseiller le plus fiable du président, un Kennedy avec sa propre identité et sa propre base opérationnelle. Hickory Hill incarnait la troisième facette de l'immobilier Kennedy, avec un caractère distinct. Hyannisport était la création de Joe Senior, compétitive, contrôlée, déterminée. Palm Beach était l'élégance formelle et le réseau. Hickory Hill était le chaos chaleureux, la vie dans sa forme la plus bruyante et la plus désordonnée. Ensemble, ces trois propriétés montraient l'étendue du spectre familial, l'image publique, la retraite sophistiquée et la vie réelle. En 1963, le royaume de Bobby était fermement établi. 11 enfants, et le compte n'était pas fini, des animaux partout et le pouvoir politique traversant le salon. C'était un centre Kennedy différent de ce que Joe avait bâti, mais qui servait toujours la dynastie. Debout sur ses terres, Bobby regardait ses enfants jouer. Il avait réussi l'impossible équilibre, être un Kennedy tout en restant lui-même, servir la mission familiale tout en créant un espace pour l'amour et la tendresse. C'était sa version corrigée de Hyannisport, même objectif, exécution différente, meilleur équilibre. Ce que Bobby ne pouvait voir, c'est que ce chaos joyeux n'était qu'un sursis, que la tragédie ne se contenterait pas de frapper Hyannisport, mais qu'elle viendrait ici, chez lui. Que le domaine qu'il avait rempli de rires d'enfants connaîtrait le deuil. Il avait créé de la chaleur, mais il ne pourrait la protéger de l'hiver qui approchait. En 1963, Hickory Hill était exactement ce que Bobby voulait. Un domaine Kennedy reflétant ses valeurs plutôt que celles de son père. Un lieu de joie, malgré la pression politique. Un foyer où la vie de famille était authentique et non performée. Les ténèbres viendraient bien assez tôt. Mais en 1963, Hickory Hill était lumière. Chapitre 9. La Maison Blanche d'été. L'apogée de Camelot. 20 janvier 1961. John Fitzgerald Kennedy prête serment. Il est le 35e président des États-Unis. À 43 ans, il était le plus jeune président élu de l'histoire américaine. Un catholique irlandais, petit-fils d'immigrés, fils de ce Joe Kennedy, qui avait dû enfoncer à coups d'épaule les portes de la société protestante 30 ans plus tôt. Sur l'estrade inaugurale, Joe Senior observait, vigoureux, gonflé d'orgueil. Son fils était président. La dynastie n'était plus un rêve, c'était une réalité tangible. L'œuvre d'une vie trouvait ici son apothéose. La présidence ne changea pas seulement l'homme, elle transfigura Hyannisport. Le domaine familial, jadis sanctuaire privé, devint instantanément la Maison Blanche d'été. Une armée d'agents du secret service envahit la propriété. Des câbles de communication furent tirés, un héliport bétonné sur la pelouse, des clôtures de sécurité érigées. L'accès informel dont jouissaient les voisins s'évapora du jour au lendemain. La maison principale subit une mutation profonde. Des lignes sécurisées la reliaient désormais au cœur de Washington. On aménagea des espaces pour le personnel, des zones pour les briefings de presse. Le salon, où les enfants Kennedy s'étaient autrefois affrontés lors de débats virulents au dîner, devint une salle de crise où se discutait la sécurité nationale. Les 6 acres du domaine devinrent une zone militarisée durant les mois d'été.
La police locale se coordonnait avec les fédéraux, les vedettes des gardes-côtes patrouillaient au large. La presse prit ses quartiers à Hyannis. Les hôtels débordaient de journalistes. Les photographes faisaient le pied de grue devant les grilles, documentant chaque mouvement. John à la barre de son voilier, Jackie et les enfants sur la plage, Caroline sur son poney. Les loisirs des Kennedy devinrent une affaire d'État. C'était très exactement ce que Joe Senior avait visualisé. Le complexe était la vitrine éclatante du succès familial. Les clichés de Hyannisport inondèrent la presse mondiale. Life, Look, les magazines internationaux. Ces images projetaient la jeunesse, la vigueur, la beauté et l'optimisme. C'était la royauté américaine dans son palais d'été. Pour Jackie, cette surexposition fut une asphyxie. Elle n'avait jamais goûté le chaos du complexe. Désormais, elle y perdait jusqu'à l'illusion de l'intimité. Les objectifs la traquaient. Chaque tenue était analysée, chaque coiffure copiée à travers l'Amérique. Elle ne pouvait faire un pas vers la plage sans déclencher une émeute photographique. Dès qu'elle le pouvait, elle s'échappait vers le domaine de sa propre famille à Rhode Island ou leur maison en Virginie, cherchant n'importe quel refuge loin de l'omniprésence du clan Kennedy et de la meute médiatique. Mais les étés à Hyannisport étaient une obligation d'État. Elle devait jouer son rôle de première dame, même en vacances. Les enfants, eux, s'adaptèrent mieux. Caroline, née en 1957, et John Jr., le fameux John, né juste après l'élection de 1960, étaient assez jeunes pour trouver normale la présence du secret service. Ces hommes en costume sombre faisaient partie du décor. Les célèbres parties de football sur la pelouse continuèrent, mais sous une pression nouvelle. Quand le président jouait, c'était une information. Les photos de ces matchs paraissaient dans les journaux, transformant une rivalité familiale privée en spectacle national, preuve par l'image de la vitalité et de l'esprit de corps des Kennedy. John utilisait le domaine avec un sens aigu de la stratégie. Lorsqu'il devait projeter une image de confiance et de détente, Hyannisport fournissait le décor parfait. En période de tension politique, les images du président naviguant à Cape Cod rappelaient aux Américains sa jeunesse et son optimisme. La propriété était devenue un actif politique. Pourtant, la voile restait authentique. John aimait l'eau viscéralement. C'était l'un des rares endroits où il échappait à la pesanteur de sa charge. Le secret service le suivait sur un autre bateau, mais sur les flots, il respirait. Le vent et les vagues couvraient le bruit incessant des demandes. C'était ce qui ressemblait le plus à la liberté. Les visiteurs du complexe changèrent de nature. On y vit défiler le Premier ministre britannique Harold Macmillan, des conseillers militaires pour des sessions stratégiques, des membres du cabinet atterrissant pour des réunions d'urgence. Ce qui n'était qu'une maison de vacances orchestrait désormais la marche du monde. La dimension religieuse compliquait parfois la donne. Hyannisport restait un bastion protestant. Voir un président catholique transformer les lieux en quartier général estival froissait quelques susceptibilités locales, mais la fierté l'emportait chez la plupart. Leur ville hébergeait le président. L'immobilier flambait, le tourisme explosait. Les bénéfices économiques eurent vite raison des réticences idéologiques. Rose Kennedy vécut cette période comme un âge d'or. Son fils était président. Les visiteurs affluaient pour rendre hommage à la mère du chef de l'État. Elle donnait des interviews, distillant ses conseils sur l'art d'élever des vainqueurs. À l'église, chaque tête se tournait sur son passage. Après des décennies passées dans l'ombre écrasante de Joe, Rose goûtait enfin à la lumière. Elle avait sa propre gloire. Mais en décembre 1961, le destin brisa net la trajectoire du patriarche. Sur un parcours de golf à Palm Beach, Joe Senior s'effondra, foudroyé par une attaque cérébrale massive. Lorsqu'il reprit conscience, le verdict fut cruel. Hémiplégie droite et aphasie sévère. Il comprenait tout, absolument tout, mais les mots se refusaient à lui. L'homme qui avait régné sur les siens par la force de sa personnalité et la terreur de son verbe était soudainement réduit au silence. Ramené à Hyannisport pour sa convalescence, il devint le spectateur captif de sa propre création. Cloué dans un fauteuil roulant, dépendant d'une infirmière pour les moindres besoins, il ne pouvait plus que regarder. Il voyait son fils, le président, diriger le monde libre depuis le porche familial, mais il ne pouvait plus donner ni ordre ni conseil. L'attaque l'avait neutralisé. C'est Bobby qui combla le vide. Il devint l'alter ego de John, remplaçant le père diminué. Les deux frères, déjà proches, devinrent indissociables. Ils passaient des heures à discuter stratégie et politique dans l'enceinte du complexe.
Le partenariat fusionnel qui allait définir la présidence Kennedy fut cimenté durant ces mois. Joe, lui, passait ses journées sur le porche. Le personnel le positionnait stratégiquement pour qu'il puisse observer les allées et venues. Il voyait les petits-enfants jouer, il voyait le ballet du pouvoir. Il était témoin de l'accomplissement de son rêve, mais il en était exclu. Sa frustration était palpable, visible dans son regard. Le complexe devint le point de ralliement de tout le clan. Robert arrivait fréquemment de Hickory Hill. Eunice, Patricia, Jean et leurs familles investissaient les lieux. Ted, le petit dernier, désormais sénateur lui aussi, était une présence constante. Durant la présidence, Hyannisport fonctionnait comme le centre de commandement névralgique de la tribu. Mais la sécurité et l'attention médiatique avaient stérilisé l'atmosphère. Les jeux compétitifs n'étaient plus seulement pour l'honneur, ils étaient pour les caméras. Les moments de détente sur la plage étaient documentés, archivés. L'intimité, ce terreau nécessaire aux vrais moments familiaux, s'était évaporé. Tout était public. Tout était gestion d'image. L'exaspération de Jackie ne fit que croître. Elle avait épousé un sénateur et c'était gérable. Mais être première dame, coincée l'été à Hyannisport, cernée par les Kennedy et traquée par la presse, l'épuisait. Elle commença à s'échapper. La Grèce, l'Italie, n'importe quel endroit où elle pouvait fuir ce rôle pesant. Sa présence se fit plus rare et lorsqu'elle était là, son malaise perçait parfois sous le vernis protocolaire. Elle aimait son mari, mais elle n'avait jamais embrassé le mode de vie du clan. Le complexe concentrait tout ce qu'elle détestait dans le fait d'être une Kennedy. John le voyait, mais ses mains étaient liées. La présidence exigeait cette vitrine. La Maison Blanche d'été offrait aux Américains le spectacle d'une famille jeune, vitale et optimiste. Le domaine était un atout politique trop précieux pour être sacrifié aux états d'âme de son épouse. Seuls les enfants apportaient une touche d'authenticité. Caroline et John, jouant sur le sable, ne jouaient pas la comédie. Ils étaient simplement des enfants heureux. Ces instants de grâce contrastaient avec la mise en scène croissante des activités adultes. La presse adorait ces clichés, car leur joie n'était pas feinte. À l'été 1963, la routine présidentielle était bien huilée. Cela faisait 2 ans et demi que le complexe jouait ce rôle. Les protocoles de sécurité étaient rodés, les journalistes connaissaient leurs emplacements, et l'économie locale s'était adaptée. C'était devenu la norme. C'est aussi l'époque où le fameux rocking chair devint indissociable du Porsche. Le dos meurtri de John exigeait ce siège particulier. L'image du président se balançant doucement face à l'océan devint un symbole de leadership réfléchi. Il y passait des heures, lisant ses dossiers, passant ses appels. Le complexe représentait alors l'apogée absolue de la puissance Kennedy. 3 générations réunies sur cette terre que Joe avait achetée pour forger leur légitimité. Tout ce qu'il avait planifié s'était réalisé. Même muré dans son silence, il pouvait voir son triomphe se déployer sous ses yeux. Si la crise des missiles de Cuba avait fait frémir le monde et que le bourbier vietnamien commençait à inquiéter, Hyannisport restait une bulle hors du temps, imperméable aux tourments du siècle. L'été 1963 fut d'une beauté insolente, des journées interminables, une chaleur douce, les enfants jouant sur le sable, John à la barre de son voilier, Rose à la messe et Joe, silencieux dans son fauteuil roulant, observant son œuvre. Tout respirait le succès. Tout semblait éternel. La dynastie paraissait enfin sécurisée. Début septembre, Jackie repartit avec les enfants. Caroline devait faire sa rentrée. La famille regagna Washington. La saison estivale s'achevait. Le complexe s'apprêtait à sombrer dans sa torpeur hivernale, attendant simplement l'été suivant pour que le cycle recommence. Personne ne pouvait savoir que dans quelques mois tout basculerait, que le complexe passerait du statut de Maison Blanche d'été à celui de lieu de deuil national. Que ces images de bonheur radieux deviendraient les cruels rappels de ce qui avait été perdu. Nul ne devinait que cet apogée n'était que le prélude de la chute. En quittant Hyannisport ce septembre-là, la vie semblait suivre son cours routinier. La présidence continuerait. La dynastie bâtie par Joe Senior semblait inébranlable. 2 mois plus tard, rien ne serait plus jamais pareil. Chapitre 10. 22 novembre 1963. Les lumières s'éteignent. Rose Kennedy était à l'église Saint-François-Xavier de Hyannis pour la messe du matin. C'était son rituel, immuable depuis des décennies. La foi l'avait porté lors de la mort de Joe Jr. puis de Kik.
La foi la porterait à travers n'importe quelle épreuve. Elle ignorait encore que l'épreuve venait de commencer. À Washington, Ted Kennedy présidait une séance au Sénat, une corvée routinière de vendredi après-midi. Il s'ennuyait. Soudain, un assistant se précipita, chuchotant à son oreille avec une urgence terrifiante. Le visage de Ted se décomposa. Il quitta la salle précipitamment pour rejoindre les téléphones du vestiaire. À Hyannisport, le personnel nettoyait la maison principale. La famille était absente. Le président était au Texas pour un voyage politique. Jackie l'accompagnait. Le complexe était calme, presque vide, surveillé par une équipe réduite du secret service. Puis la nouvelle déferla. D'abord les téléviseurs, dont les bulletins spéciaux hachèrent les programmes. Des coups de feu à Dallas. Le président touché, transporté à l'hôpital, état inconnu. Les chaînes se bousculaient, les rapports se contredisaient, la confusion régnait. Puis la confirmation tomba, brutale, définitive. Le président Kennedy est mort. Ted joignit Rose par téléphone. Elle venait de rentrer de l'église. Leur échange fut bref. « Je vais prier, dit-elle. Qu'y avait-il d'autre à faire ? Un autre fils mort, le troisième enfant qu'elle perdait. Elle retourna s'agenouiller devant l'autel. Joe Senior était dans sa chambre au complexe. L'attaque cérébrale avait laissé son esprit clair, mais sa parole captive. Une infirmière veillait sur lui. Le téléviseur était allumé. Il regarda la couverture médiatique en direct. Il vit le corps de son fils quittant l'hôpital. Il vit Jackie dans son tailleur rose maculé de sang. Il ne pouvait exprimer l'horreur qui le submergeait. Son visage se tordit de douleur, des larmes coulèrent. Des sons rauques sortirent de sa gorge, mais aucun mot. L'infirmière lui prit la main. De toute façon, il n'y avait rien à dire. Son fils, le président, l'aboutissement suprême de toute son existence, venait d'être abattu à Dallas. Le complexe se remplit à toute allure. Le secret service revint en force. Les membres de la famille convergèrent de toutes parts. Robert remonta en voiture depuis Washington avec Ethel. Eunice, Patricia, Jean. La fratrie se rassemblait, comme toujours en temps de crise. Retour au complexe, retour à la source. La presse assiégea les grilles. Caméras, reporters. Mais cette fois, ils gardèrent leur distance. Même les journalistes sentaient que l'heure n'était pas aux questions. Ils filmèrent les arrivées, capturèrent les visages du deuil, mais n'osèrent pas franchir la ligne de l'indécence. À l'intérieur de la maison principale, le silence était sépulcral. Dans ce salon où ils avaient partagé tant de dîners, où Joe Senior les avait interrogés, où ils avaient débattu et rivalisé, ils étaient désormais assis, muets. Robert était anéanti. Lui et John n'étaient pas seulement frères, ils étaient les partenaires les plus proches de cette présidence. Ils se parlaient chaque jour. John n'était plus, et Bobby devait, d'une manière ou d'une autre, continuer. Rester procureur général sous Johnson? Continuer? Mais comment? Ted était le dernier frère, 29 ans, le benjamin des fils Kennedy. Il avait toujours été le petit dernier, le bébé, préservé dans une certaine mesure de la pression titanesque que Joe Senior exerçait sur ses aînés. Désormais, Ted était le seul fils Kennedy encore debout. Le poids de cet héritage n'était pas seulement lourd, il était écrasant. Rose maintint sa façade par la grâce de la foi, la volonté de Dieu. Elle l'avait murmuré à la mort de Joe Jr., puis de Kik. Elle le répéta maintenant. Dieu avait rappelé John. Elle accepta le verdict céleste, traitant son chagrin dans l'intimité de la prière, refusant de se briser en public. Joe Senior, lui, n'avait pas le luxe de la parole pour masquer son effondrement. Les sons qui s'échappèrent de sa gorge n'étaient que pure angoisse. Le personnel tentait de le réconforter, en vain. Il avait tout bâti autour des carrières politiques de ses fils. 2 étaient morts, il n'en restait qu'un. Sous ses yeux, la dynastie qu'il avait visualisée partait en poussière. Jackie arriva 2 jours plus tard. Elle avait enfin quitté son tailleur rose maculé de sang, porté comme un étendard jusqu'à Washington pour le noir du deuil. Elle amenait Caroline et John. Les enfants devaient être avec le clan. Le complexe devint le sanctuaire où la première famille d'Amérique tenta de gérer une tragédie nationale dans l'intimité. Les funérailles auraient lieu à Washington, l'enterrement à Arlington, mais c'est à Hyannisport, là où ils revenaient toujours en temps de crise, que le choc fut encaissé. Mais la chambre vide dans la maison de John était insoutenable. Jackie ne put y rester.
Cette demeure, témoin de leurs étés, des jeux des enfants et du travail présidentiel, était devenue un piège émotionnel. Elle y passa peu de temps avant de repartir avec les enfants. Elle ne pouvait plus supporter les lieux. Les photographies de John étaient partout. Sur le porche dans son rocking chair, à la barre, jouant avec Caroline et John. Ces images, jadis symboles de succès, étaient devenues des poignards. Le complexe était peuplé de fantômes. L'héliport présidentiel gisait vide. L'équipement de communication qui reliait la Maison-Blanche d'été à Washington fut démantelé. La présence du secret service s'étiola. Le complexe, épicentre du pouvoir mondial, redevenait une simple propriété familiale, mais une propriété marquée au fer rouge par la mort. Robert errait sur le domaine telle une âme en peine. Le ponton où il naviguait, la pelouse où il jouait au football, tout lui rappelait John. Ils avaient grandi ici, rivalisé ici, appris ici ensemble. John n'était plus et Bobby était perdu. La jeune génération était confuse. Caroline, 5 ans, comprenait l'absence de son père sans en saisir la finalité absolue. John, à 2 jours de ses 3 ans, était trop petit pour comprendre. Les cousins, les enfants de Bobby, venus de Hickory Hill, tentaient de donner un sens à l'impensable. Leur oncle Jack, qui avait été président, était mort. Le sens du complexe avait de nouveau muté. Il avait été camp d'entraînement, puis centre de pouvoir, puis maison blanche d'été. Il était désormais un mémorial. Chaque pièce retenait le souvenir de John. Chaque espace résonnait de son absence. Le drapeau flottait en berne et y resterait des semaines. Le complexe, qui avait projeté l'optimisme et la vigueur des Kennedy, ne projetait plus que le chagrin. Les équipes de télévision, filmant depuis l'extérieur des grilles, montraient un lieu sombre, silencieux. L'énergie s'était volatilisée. Les visiteurs venaient rendre hommage. Des politiciens, les anciens compagnons du patrouilleur PT-109, des gens dont la vie avait été touchée par John. La famille recevait les condoléances dans la maison principale, écoutait les histoires, mais rien n'y faisait. John était parti. Joe Senior, dans son fauteuil roulant, ne pouvait arrêter de pleurer. L'infirmière essuyait ses larmes, mais elles coulèrent sans fin. Il avait vécu assez vieux pour voir son fils devenir président. Il vivait maintenant assez vieux pour voir ce fils assassiné. C'était la cruelle mathématique de la perte. Il avait survécu à 3 de ses 9 enfants. Le patriarche regardait sa dynastie mourir, pièce par pièce. Rose tentait de le réconforter, mais Joe était au-delà de toute consolation. L'attaque cérébrale lui avait volé ses mots, l'assassinat lui avait volé sa volonté. Il restait assis dans le silence, brisé seulement par des sons de douleur qu'il ne pouvait articuler. Le complexe ne serait plus jamais la Maison Blanche d'été. Cette possibilité était morte à Dallas. La maison où un président avait reçu les grands de ce monde et pris des décisions affectant des millions de vies n'était plus qu'une maison. Une maison remplie de silence et de tristesse. Thanksgiving arriva quelques jours seulement après les funérailles. La famille se réunit à Hyannisport, fidèle au calendrier sacré des fêtes, mais la célébration sonnait terriblement creux. La chaise vide, là où John aurait dû présider, était une absence hurlante, impossible à ignorer. Les enfants tentaient de jouer, les adultes s'efforcèrent de fonctionner. Personne n'y parvenait vraiment. Robert songea un instant à tout quitter. À quoi bon la politique ? Son frère était mort. Le rêve était brisé. Mais le cercle rapproché et les conseillers insistèrent. L'héritage Kennedy ne pouvait s'éteindre ainsi. Quelqu'un devait porter le flambeau. Robert était le dernier rempart, le survivant désigné, même si son cœur n'y était plus. Pas encore. Décembre marqua le 75e anniversaire de Joe Senior. Il n'y eut aucune fête. Comment célébrer quoi que ce soit quand votre fils a été assassiné quelques semaines plus tôt ? Joe trônait dans la maison principale, muré dans son silence, regardant sa famille tenter de digérer l'indigeste. L'homme qui les avait poussés avec tant de férocité ne pouvait plus offrir la moindre guidance. Il ne pouvait plus parler du tout. L'hiver au complexe était toujours calme, mais l'hiver 1963 fut différent. Il n'était pas seulement silencieux, il était écrasant. Le poids de la perte imprégnait chaque pierre, chaque parcelle de terrain, la plage, le ponton. Tout portait les stigmates de Dallas. Palm Beach n'offrit aucun répit. La famille immigra pour l'hiver comme à l'accoutumée, mais le soleil de Floride ne parvenait pas à percer l'ombre du deuil.
Joe Senior passait ses journées près de la piscine, dans son fauteuil roulant. Au bord de cette même eau où il avait tenu court pendant des décennies, où il avait dessiné les carrières de ses fils, il ne restait plus que le bruit de sa respiration laborieuse et, parfois, des sons de chagrin incontrôlables. Jackie tentait de bâtir une nouvelle vie. Elle acheta une maison à Georgetown, planifia la bibliothèque présidentielle, se consacra à ses enfants. Mais elle restait marquée au fer rouge par ses instants à Dallas, par le sang sur son tailleur, par le vide absolu. Rien ne serait plus jamais normal. Le complexe se dressait désormais comme le mémorial de ce qui avait été. La Maison Blanche d'été, l'apogée de la puissance Kennedy, ce moment suspendu de 1963 où tout semblait possible, où le jeune président naviguait et gouvernait depuis son fief familial. Tout cela s'était évaporé. Assassiné à Dallas. Le complexe ne pouvait plus être ce lieu. Il ne pouvait être que l'endroit où les Kennedy venaient se souvenir et pleurer. Chapitre 11. 1968. 2 morts de plus. Robert Kennedy ne voulait pas de la présidence. Pas vraiment. Les années suivant la mort de John avaient été un chemin de croix. Il était resté brièvement procureur général sous Johnson, puis avait démissionné en 1964 pour conquérir un siège de sénateur à New York. Il gagna. Mais la flamme politique qui l'animait du vivant de John vacillait. C'est Hickory Hill qui le maintenait en vie. Ethel, les enfants. En 1968, ils en avaient 10, et un 11e était en route. Le chaos chaleureux de son domaine de Virginie lui offrait un refuge contre les ténèbres qui avaient enveloppé la famille après Dallas. Mais la pression de l'histoire le rattrapa. Le Vietnam déchirait l'Amérique. Johnson renonçait à se représenter. La nomination démocrate était ouverte. Beaucoup voyaient en Robert le seul Kennedy capable de finir ce que John avait commencé, de guérir les plaies de la nation, de restaurer Camelot. Robert résista. Il connaissait le prix exorbitant de la présidence. Un frère assassiné, un père détruit par le chagrin. Mais ses amis et conseillers le poussèrent. Eugene McCarthy défiait Johnson sur sa gauche. Si Robert n'y allait pas, McCarthy pourrait l'emporter, et l'héritage Kennedy serait relégué aux oubliettes. En mars 1968, Robert annonça sa candidature. Lorsqu'il était chez lui, la campagne était dirigée depuis Hickory Hill. Le domaine qui avait servi de sanctuaire redevint un quartier général de guerre. Personnel, bénévoles, presse. Le chaos contrôlé changea d'échelle. Ethel, enceinte de leur 11e enfant attendu pour décembre, fit campagne à ses côtés, emmenant la tribu, multipliant les apparitions. L'image était puissante. Le grand clan Kennedy, vibrant et engagé, offrant une lueur d'espoir après des années de tourmente nationale. La campagne fut exténuante. Robert puisait son énergie dans les foules, mais l'agenda le vidait. La Californie était la clé. La primaire du 4 juin déterminerait la dynamique finale. Il devait gagner la Californie pour avoir une chance réelle d'emporter la nomination. À Yannisport, Joe Senior regardait la télévision. Il pouvait à peine bouger désormais. Les séquelles de l'attaque s'étaient aggravées. Le confinant à son lit ou à son fauteuil, le personnel devait l'assister pour tout, mais ses yeux fonctionnaient. Et ce qu'il voyait, c'était son dernier fils politique se jetant dans la même arène, s'exposant exactement au même danger mortel qui avait tué John. Rose vivait désormais dans une prière perpétuelle. Un autre fils dans l'arène, une autre cible potentielle. Elle avait perdu Joe à la guerre, John sous les balles. Et maintenant, Robert battait la campagne dans une Amérique au bord de l'explosion, marquée par l'assassinat de Martin Luther King en avril. La peur lui tordait le ventre, mais elle ne pouvait lui demander d'arrêter. Un Kennedy ne renonce jamais. Nuit de la primaire californienne, le 4 juin 1968. Robert l'emporte. Pas un raz-de-marée, mais une victoire nette. À l'Ambassador Hotel de Los Angeles, il galvanise ses troupes. L'élan est là. Il quitte l'estrade et emprunte un raccourci par les cuisines pour rejoindre la salle de presse. Ses gardes du corps l'entourent, Ethel est sur ses talons. L'endroit est bondé. Personnel de l'hôtel, journalistes, militants. Robert serre des mains en avançant. Soudain, un homme surgit. Siran, 24 ans, un Palestinien qui avait couché sur papier sa haine de Robert pour son soutien à Israël. Il brandit un revolver, il tire à bout portant. La première balle frappe Robert derrière l'oreille droite. Il s'effondre instantanément. 2 autres projectiles le touchent au dos et à l'aisselle. Siran tire encore, au hasard, blessant 5 autres personnes.
c'est le chaos absolu. On plaque le tireur au sol, on hurle, le sang coule sur le carrelage froid. Ethel se précipite vers lui. Il reprend conscience un bref instant, murmure quelques mots, s'inquiète pour les autres victimes. Puis le noir. Les sirènes, l'hôpital Good Samaritan, des heures de chirurgie désespérée. À Hyannisport, la nouvelle tombe au petit matin, heure de la côte Est. Un autre coup de téléphone, un autre Kennedy abattu. Ted est prévenu le premier. C'est lui qui doit annoncer l'horreur à ses parents, à Rose et à Joe, ce père qui ne peut répondre que par des larmes et des râles d'agonie. La veille dure 26 heures. Robert ne se réveillera jamais. Les dégâts au cerveau sont irréversibles. Le 6 juin 1968, à 1h44 du matin, Robert Kennedy est déclaré mort. Il avait 42 ans. Ethel portait leur 11e enfant. Le complexe se remplit à nouveau. 5 ans après Dallas. Le même rassemblement dans le deuil. Une autre chaise vide. Un autre fils mort. Ted est désormais le seul survivant des frères Kennedy. Le poids écrasant de la dynastie repose entièrement sur ses épaules. Joe Senior est au-delà de toute consolation. Son infirmière essaie, son épouse essaie. Rien ne pénètre. Il a perdu un 3e fils. Assassiné comme John, dans les cuisines d'un hôtel, en pleine course vers la Maison Blanche. La dynastie que Joe avait bâtie s'autodétruisait. Tout ce vers quoi il avait poussé ses fils menait à la mort. Rose se réfugie à l'église. Chapelet, messe quotidienne, parfois plusieurs fois par jour. La foi est son unique radeau. 3 enfants morts, une internée. Il n'en reste que 5. La famille élevée entre Hyannisport et Palm Beach est décimée. Hickory Hill devient une maison de deuil. 10 enfants orphelins de père. Un 11e qui ne le connaîtra jamais. Ce domaine qui débordait de vie et de vacarme sombre soudainement dans le silence. Les enfants sont traumatisés. Certains ne s'en remettront jamais totalement. Les funérailles ont lieu à New York. Robert est enterré à Arlington, tout près de John. Les frères réunis dans la mort. À la télévision, les images montrent Ted Kennedy prononçant l'éloge funèbre. Le dernier frère parlant du second frère assassiné. L'impossibilité de la chose se lit sur son visage. Après l'adieu, la famille retourne à Hyannisport. Le complexe est le point de ralliement immuable, mais il semble désormais maudit. 2 frères assassinés en 5 ans. Tous 2 avaient usé ces parquets. Tous 2 avaient été façonnés ici pour la politique. Tous 2 sont morts. La santé de Joe Senior s'effondre totalement après la mort de Robert. La volonté de vivre s'est éteinte. Il cesse de s'alimenter correctement, perdant du poids de façon spectaculaire. Le personnel tente de soulager ses souffrances, mais il a déjà abandonné. En novembre, 6 mois après la mort de Robert, Joe s'éteint à petit feu. Le 18 novembre 1968, Joseph Patrick Kennedy Sr. meurt à Hyannisport. Il avait 81 ans. Il avait survécu à 3 de ses fils. Il avait regardé sa dynastie s'effriter. L'attaque l'avait réduit au silence pendant 7 ans. La mort le faisait taire pour l'éternité. Le patriarche qui avait acheté ce domaine en 1928, qui avait poussé ses enfants sans relâche, qui avait bâti un empire politique par l'ambition et la brutalité, qui avait vu son fils président puis assassiné et un autre fils tomber 5 ans plus tard, était parti. Rose était désormais l'ultime vestige de cette génération. Mariée à Joe en 1914, elle avait traversé 54 années d'union et mis au monde 9 enfants. Le bilan était terrible. 3 morts, une internée. À 78 ans, elle se retrouvait seule avec sa foi et ses fantômes. Le complexe semblait plus vide que jamais. La chambre de Joe Jr. était figée dans le temps. La maison de John restait inhabitée. Robert reposait à Arlington. Joe Senior n'était plus. L'énergie vitale qui avait propulsé ce clan pendant 40 ans s'était éteinte. Ted tentait de reprendre le flambeau. À 36 ans, il se sentait déjà antique. Le dernier frère Kennedy, celui qu'on sommait de perpétuer la dynastie, de réaliser seul ce que Joe Jr., John et Robert avaient commencé ensemble. Mais il était traumatisé. Il buvait trop, prenait des décisions douteuses. Hickory Hill fut finalement vendue par Ethel. Elle ne pouvait plus habiter le musée de son propre bonheur. Cette maison où ils avaient élevé 10 enfants, où Robert avait été heureux malgré la pression politique. Elle devait fuir. Ce domaine, qui avait incarné la chaleur et le chaos joyeux des Kennedy, rejoignait la liste des propriétés marquées par la tragédie. Les 3 fiefs, Hyannisport,
Palm Beach, Hickory Hill portaient tous le sceau de la mort. La mort de Joe Jr. annoncée à Hyannisport. L'assassinat de John pleurait dans les deux résidences. La campagne de Robert, lancée depuis Hickory Hill, s'achevant dans le sang. La mort du patriarche à Hyannisport. Ces bâtiments, érigés pour célébrer le triomphe, étaient devenus des monuments à la perte. Palm Beach, en particulier, semblait hanté. C'est là que Joe avait subi son attaque, là qu'il avait passé ses dernières années diminuées. Ce palais méditerranéen n'était plus qu'un refuge par défaut contre le froid de Boston, un lieu où personne ne voulait vraiment être, car chaque pièce rappelait ce qui avait disparu. À la fin de 1968, la famille Kennedy était en miettes. Les morts, le traumatisme, l'impossibilité de continuer comme avant. La dynastie était brisée. Rose resta à Hyannisport. Elle y vivrait encore des décennies, regardant grandir ses petits-enfants, assistant à la messe, priant pour ses enfants morts. Le complexe devint son domaine exclusif. L'endroit qu'elle avait géré pendant 40 ans, elle le gérait désormais seule. Les murs tenèrent bon, les jardins restaient verts, mais le sens du lieu avait muté, de camp d'entraînement à centre de pouvoir, puis à mémorial. 3 fils Kennedy y avaient été élevés. 2 avaient été assassinés. Le 3e portait un fardeau impossible. Le complexe ne pouvait échapper à ce dont il avait été témoin. Chapitre 12. Chappaquiddick, la honte du dernier frère. Ted Kennedy était le survivant. Le plus jeune, celui qui n'était pas censé porter la couronne. Joe Jr. était l'héritier. John, le remplaçant. Robert, la conscience. Ted n'était que le petit dernier. Entré en politique par automatisme familial. Désormais, il était le seul. 37 ans en 1969. Sénateur du Massachusetts, comme John avant lui. On attendait de lui qu'il brigue la présidence, qu'il accomplisse ce que ses 3 frères morts n'avaient pu finir. Le poids était écrasant. Il noyait son angoisse dans l'alcool, ses jugements étaient altérés. Ses liaisons extra-conjugales étaient un secret de polichinelle. Mais il était un Kennedy, le dernier fils. On lui pardonnait, ou du moins, on détournait le regard. La famille avait assez souffert, laissons à Ted ses démons. Le 18 juillet 1969, un an après la mort de Robert. Ted se trouvait sur l'île de Martha's Vineyard, à quelques encablures de Hyannisport. Une fête se tenait sur l'île voisine de Chappaquiddick, une réunion pour les femmes qui avaient travaillé sur la campagne présidentielle de Robert. Ted s'y rendit avec son cousin Joe Gargan et son ami Paul Markham. Parmi les convives se trouvait Mary Jo Kopechne, 28 ans. Elle s'était dévouée corps et âme à la campagne de Robert et avait été dévastée par sa mort. Elle travaillait depuis au bureau sénatorial de Ted. Intelligente, dévouée, idéaliste, elle croyait au Kennedy malgré tout. Vers 11h30 ce soir-là, Ted annonça son départ. Il devait raccompagner Mary Jo à son hôtel. Elle avait un ferry à prendre le lendemain matin. La fête continua sans eux. Personne n'y vit malice. Le sénateur raccompagnant une collaboratrice, rien d'inhabituel. Ted conduisait l'Oldsmobile de sa mère. La nuit était noire. Les routes, mal connues. Il s'engagea sur Dyke Road, une piste de terre menant vers un petit pont. Le pont était un piège de bois, étroit, sans garde-fou, connu des seuls initiés qui l'empruntèrent de jour. Ce qui suivit est l'objet d'une controverse vieille d'un demi-siècle. Selon la version tardive de Ted, il rate le virage. L'Oldsmobile quitte la route, plonge dans l'étang de Pusha, se retourne et coule à pic. Ted s'extrait de l'épave. Il affirme avoir plongé encore et encore pour tenter d'atteindre Mary Jo. Mais l'eau est noire, l'eau est glaciale, le courant puissant. Il ne la trouve pas, il échoue. Finalement, il abandonne. Il nage vers la rive, épuisé, en état de choc. Mary Jo, elle, reste prisonnière de la tôle. Alors que l'eau envahit l'habitacle, elle trouve probablement une poche d'air. Elle survit un temps indéterminé, respirant dans cet espace réduit, attendant des secours qui ne viendront jamais. Puis l'air vient à manquer. La noyade est inévitable. C'est ici que l'histoire bascule dans l'irréparable. Ted n'appelle pas la police. Il retourne à pied au cottage, cherche ses confidents, Joe Gargan et Paul Markham. Ils reviennent sur les lieux, tentent d'atteindre la voiture, échouent à leur tour. L'épave est invisible dans les ténèbres. Gargan et Markham supplient Ted d'alerter les autorités immédiatement. Il refuse. Il leur dit qu'il s'en charge.
Il plonge dans le chenal et nage vers Edgartown où il loge, laissant ses amis derrière lui. Il rejoint sa chambre d'hôtel, se change, fait une brève apparition dans le hall pour établir sa présence, puis va se coucher. Il n'appelle personne, ni la police, ni les secours, rien. Pendant 9 heures, le corps de Mary Jo gît dans cette voiture submergée, tandis que Ted Kennedy dort dans des draps propres. Le lendemain matin, 2 pêcheurs repèrent les roues d'une voiture dépassant de l'eau. Ils appellent la police. Les plongeurs remontent le corps de Mary Jo. L'enquête s'ouvre. Qui est le conducteur? À qui appartient le véhicule? Ted ne se présente au poste de police d'Edgartown que vers 10 heures du matin, près de 10 heures après le drame. Sa déposition est confuse. Il conduisait, il a chuté du pont. La passagère s'est noyée. Il invoque le choc, la confusion, la désorientation. Immédiatement, le récit prend l'eau. La chronologie est incohérente. Pourquoi ce délai de 9 heures? Pourquoi avoir fui la scène? Pourquoi ne pas avoir appelé à l'aide quand il était peut-être encore temps de la sauver? Et pourquoi être retourné dormir pendant que Mary Jo agonisait ou dérivait dans la mort? Des questions plus sombres émergent. Avait-il bu? Son jugement était-il altéré? S'est-il passé autre chose? Avait-il une liaison? Que faisait-il seul sur cette route isolée, en pleine nuit? La machine Kennedy se met en branle instantanément. Les avocats débarquent à Martha's Vineyard. L'opération de gestion de crise commence. Ted plaide coupable de délit de fuite. 1 semaine plus tard, il comparaît au tribunal. Le verdict tombe. 2 mois de prison avec sursis et 1 an de mise à l'épreuve. Les conséquences judiciaires sont minimes, mais le naufrage politique est total. 1 semaine après le tribunal, Ted prononce une allocution télévisée. Il porte une minerve, affirmant avoir été blessé lors de l'accident. Beaucoup n'y voient qu'un accessoire de théâtre pour susciter la pitié. Il demande aux électeurs du Massachusetts s'il doit démissionner. Ils le soutiennent, mais l'opinion nationale est impitoyable. Un Kennedy a abandonné une femme à la mort, a attendu 9 heures pour le signaler et a protégé sa réputation pendant qu'elle se noyait. C'est impardonnable. À Hyannisport, la famille se rassemble. Rose est horrifiée, non seulement par le drame, mais par l'ignominie de la situation. Un nouveau scandale Kennedy. Son dernier fils survivant est déshonoré. Elle prie, mais cette fois, la prière n'offre aucun réconfort. Le complexe est de nouveau assiégé par la presse, mais il ne s'agit plus de célébrer le succès, ni même de pleurer un héros. Il s'agit de disséquer la honte. Les grilles se referment. La famille tente de faire le dos rond, mais la tempête ne passe pas. Les questions ne cesseront jamais. Des livres sont écrits, les enquêtes se poursuivent pendant des années, de grands jurys sont convoqués, de nouvelles preuves émergent. Les incohérences du récit de Ted et ce délai inexpliqué de 9 heures resteront une tâche indélébile. Les parents de Mary Jo, Joseph et Gwen Kopechne, enterrent leur fille. Ils acceptent un accord financier des assureurs de Ted et renoncent aux poursuites pénales. Mais leur chagrin est doublé de questions qui ne trouveront jamais de réponse. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pourquoi nul n'a-t-il tenté de la sauver? Pourquoi Ted Kennedy l'a-t-il abandonnée aux eaux noires? Les ambitions présidentielles de Ted ont sombré dans l'étang de Pucha, aux côtés de Mary Jo. Il était pourtant le dauphin désigné pour 1972. Un Kennedy, le dernier frère survivant. La nomination lui était acquise, la présidence presque promise. La dynastie aurait dû perdurer. Mais Chapaki Dick a rendu cet avenir impossible. Un homme qui abandonne une femme à la mort ne peut prétendre guider une nation. L'Amérique pouvait pardonner bien des péchés. Les infidélités chroniques des Kennedy, leurs affaires parfois troubles. Mais laisser quelqu'un se noyer pendant que l'on retourne dormir dans sa chambre d'hôtel, c'était impardonnable. Ted poursuivit sa route au Sénat. Il servira le Massachusetts pendant des décennies encore, devenant l'un des législateurs les plus prolifiques et efficaces de l'histoire parlementaire, un lion progressiste défendant les sans-voix. Mais il ne serait jamais président. Cette possibilité s'est éteinte le 18 juillet 1969. Le complexe familial changea alors de nature. Il n'était plus seulement associé à la tragédie, mais au scandale. Les propriétés que Joe Senior avait érigées pour mettre en scène le triomphe des Kennedy étaient désormais marquées par la mort et l'opprobre. 2 frères assassinés, le 3e impliqué dans la noyade d'une jeune femme. La dynastie était morte. Pas officiellement, les Kennedy resteraient en politique pour des générations, mais le rêve fondateur, cette vision d'une lignée d'hommes dominant l'Amérique par l'excellence et l'accomplissement, ce rêve-là était brisé. Le domaine de Palm Beach semblait maudit.
C'est là que Joe avait subi son attaque, là qu'il s'était éteint en ruminant ses échecs. Cette élégante propriété devint un lieu que la famille tentait d'éviter. Trop de souvenirs, trop de pertes. Elle resta dans le giron familial mais fut désertée comme un mausolée sous les tropiques. Hickory Hill fut vendu. La chaleur et le chaos joyeux créés par Robert et Ethel s'évaporèrent. Ce domaine où l'opération politique Kennedy avait semblé porter tant d'espoir redevint une simple propriété de Virginie. La magie était morte avec Robert. Restait Hyannisport. Rose y demeurait, Ted y venait en pèlerinage. La famille élargie s'y réunissait parfois, mais l'énergie vitale avait disparu. L'esprit de compétition qui avait électrisé le complexe pendant 40 ans avait laissé place à quelque chose de plus sombre, le devoir, la culpabilité, la survie. Ted Kennedy vécut avec Chappaquiddick jusqu'à son dernier souffle. Chaque portrait politique mentionnait l'accident. Chaque campagne réveillait les questions. Chaque fois qu'il envisageait une fonction supérieure, le spectre de ce délai de 9 heures ressurgissait. Le nom de Mary Jo Kopechne était enchaîné au sien pour l'éternité. Il tenta une dernière fois de briguer la présidence en 1980. La campagne fut un naufrage. Lorsque le journaliste Roger Mudd lui demanda simplement pourquoi il voulait être président, Ted fut incapable d'articuler une réponse cohérente. L'ambition viscérale qui avait propulsé ses frères l'avait déserté. Chappaquiddick planait sur tout. Le dernier frère a survécu, mais la survie avait un prix. Il porta les rêves inachevés de ses frères, sa propre disgrâce et le poids écrasant d'une dynastie qui avait tué 2 hommes et détruit un 3e. Il vécut jusqu'en 2009, 40 ans après le drame. Le scandale ne le quitta jamais. Mary Jo Kopechne repose en Pennsylvanie. Sa pierre tombale mentionne ses dates et son dévouement à la campagne de Robert Kennedy. Elle croyait au Kennedy. C'est cette croyance qui l'a tuée. Elle s'est noyée dans l'étang de Pusha pendant que Ted Kennedy dormait. Les 3 domaines, Hyannisport, Palm Beach, Hickory Hill, avaient été bâtis pour projeter la puissance et le succès. En 1969, ils incarnèrent la tragédie et le scandale. La dynastie que Joe Senior avait visualisée s'était autodétruite. La malédiction, si l'on ose prononcer ce mot, était accomplie. Aujourd'hui, les vagues de l'Atlantique continuent de battre le rivage de Hyannisport, indifférentes au destin de ceux qui crurent un jour pouvoir dompter l'Amérique. Les rires et les cris se sont tus, mais les murs, eux, se souviennent. Si cette immersion dans les grandeurs et les misères de la dynastie Kennedy vous a captivé, je vous invite à ne pas laisser ce récit s'éteindre dans le silence. Rejoignez notre cercle en vous abonnant et faites résonner cette histoire en la partageant. Ensemble, nous pousserons bientôt les portes d'autres palais oubliés pour y découvrir le prix véritable de l'ambition. Car l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Elle attend juste que nous soyons là pour l'écouter. À très bientôt.